Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 5 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Soldats numériques. Et pour ce 14e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous la chaîne YouTube This is Sparta. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour. Bonjour Daniel, donc tu t'appelles Daniel, merci à toi d'être là avec nous. Merci à vous de m'accueillir, ça fait plaisir. Comment vas-tu ? Très bien, comme une fin de week-end de 3 jours. Magnifique. Donc ensemble, on va parler bien évidemment de ta chaîne qui est assez récente. Donc on va parler aussi donc de tout ce cheminement, ce parcours que tu as fait, mais on parlera aussi de certains sujets que tu as abordés sur ta chaîne comme le Covid-19, les libertés. On parlera aussi d'avenir ensemble. Je rappelle donc rapidement pour la communauté, donc This is Sparta. C'est ton matricule de Daniel, un soldat numérique arrivé il y a un peu moins de 6 mois sur le théâtre d'opération du Front Médiatique. Je pourrais aussi te considérer un peu comme un philosophe politique au vu des analyses que tu fais dans tes vidéos. Tu nous proposes donc un œil libre sur l'actualité. Tu tentes de ne pas prendre parti, d'éviter les idées préconçues, mais juste tu essayes d'être là dans une démarche d'observation et d'analyse. Tu abordes de très nombreux sujets et produis donc des analyses politiques sur des enjeux nationaux, mais aussi internationaux. Tu parles donc du Covid-19, de démocratie, de pouvoir, de liberté individuelle, des enjeux de l'isolement qu'on a vécu récemment, des violences policières, des vaccins, de l'avenir, de la liberté d'expression, du passeport vaccinal. On reviendra bien évidemment sur certains de ces sujets. Donc tu interviens sans visage, mais tes productions sont exposées donc avec des analyses personnelles et s'accompagnent de vidéos d'illustration joliment assemblées. Tu as déjà réalisé une 30aine de vidéos en quelques mois et tu as rejoint depuis peu, depuis le tout début, la célèbre et l'emblématique équipe, la team Top Gun. Et aussi, tu es depuis quelques temps participant et actif au sein de l'initiative Réinfotalk. Voilà, donc aujourd'hui, au bout de 6 mois d'existence, ta chaîne a déjà plus de 6000 abonnés sur YouTube, 4000 followers sur Twitter et tu as près de 4000 fans sur Odyssée. Je rappelle rapidement que la série Soldats numériques, proposée par le Front Médiatique, propose des échanges avec des activistes pour mieux les connaître, comprendre leur engagement et parler aussi des projets en cours et réfléchir aux stratégies possibles pour notre armée de soldats numériques et populaires. Notre combat est pour la liberté d'expression.
Donc, merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation du front. Et pour commencer, hein, c'est emblématique. On va avoir la chance de te poser ces mêmes questions qu'à tant d'autres soldats pour mieux te connaître. Est-ce que déjà, même si on rentrera en profondeur, tu pourrais déjà te présenter rapidement pour Oui, ceux et celles qui te connaissent pas ou qui te connaissent peu, s'il te plaît, Daniel? oui, avec plaisir. Donc, déjà, bonsoir à tous. Alors, bon, bah, je m'appelle Daniel, comme l'a dit Akina. J'anime la chaîne This is Sparta depuis novembre 2020, donc ça fait 5 à 6 mois maintenant. Pourquoi This is Sparta? On m'a déjà posé la question. Tout simplement, c'est une référence, comment dire? À l'histoire, Sparte, enfin des Spartiates où, ils étaient envahis par Xerxès et c'était un petit peu une oppression telle qu'on peut la voir aujourd'hui, d'un système mondialisme qui veut écraser les petits donc je retrouve une similitude et à 300 donc il y a eu le film 300 qui fait honneur à cette histoire aussi où on voit des soldats qui ont lutté justement pour défendre cet idéal de liberté. Donc c'est plus sur l'approche philosophique que guerrière que ça m'intéresse, mais dans l'idée, c'est ça, voilà, d'où vient le nom. Parce que des fois, c'est vrai que j'ai déjà eu des retours comme quoi, enfin rien que le petit logo où on voit quelqu'un qui donne un coup de pied à une autre personne, «Dis donc, c'est un peu brutal ton truc». Oui, bon, c'est juste une idée derrière. Sinon, moi, bah, déjà, qu'est-ce qui me définit? Déjà, mes origines. Moi, j'ai des parents qui sont d'origine portugaise, donc moi aussi, du coup. Heu, Mes parents ont connu la dictature jusqu'en 1973, comme dans quelques pays d'Europe où la dictature est restée un peu plus longtemps. C'était Mon quel général déjà il s'appelait? C'était Saint-Lazare. Merci. C'était Saint-Lazare qui a régné, d'une main de maître pendant quelques décennies. Donc moi je ne l'ai pas connu spécialement, mais j'ai quand même connu le Portugal juste après la dictature et je peux vous dire que quand j'étais tout petit, c'était pas du tout comme la France. Ça devait ressembler à la France d'après-guerre, je pense. Il y avait pas de tracteur, c'était assez rustique, hein, chacun produisait sa nourriture. Enfin bref, pour revenir à ça, mon père par exemple on peut dire que je suis fils de migrant. Mon père a quitté le Portugal, pour venir, travailler en France. Il a traversé les Pyrénées, en cachant son argent dans ses godasses, comme on dit, pour pas se les faire piquer par des passeurs. Enfin, il y a comme lui, comme plein d'autres, en ont vraiment bavé au début, mais ils s'en sont très, très bien sortis après, mais j'ai plein d'histoires comme ça similaires de gens qui sont arrivés et qui sont arrivés avec rien quoi et qui ont dû se construire donc moi j'ai envie de dire, j'ai pas trop souffert de ça parce que nos parents, enfin, nous ont moi et mes sœurs nous ont beaucoup, préservés de tout ça, mais je pense ils sont passés par des moments compliqués à mon avis. Donc voilà, donc après derrière j'ai pas envie de boucler la boucle, quoi. J'ai pas envie qu'eux aient quitté une dictature pour que moi j'en retrouve une. C'est un petit peu une des premières raisons de mon combat. Heu, Pareil au niveau des enseignements qu'ils m'ont donnés et que je trouve géniaux, en fait. Déjà le respect du pays d'accueil. Ils ont pas du tout un esprit communautaire. Ils Pour eux, se mélanger, là où ils vont, c'est hyper important et ce qui est hyper drôle, c'est de les voir, même eux, tout seuls, même avant quand ils parlaient pas encore bien français, ils parlaient français quand ils étaient tous les 2 tout seuls, quoi, quand ils étaient en France et au Portugal, tous les 2 portugais. Ils avaient vraiment ce jusqu'au boutisme de: «On fait attention à bien s'intégrer» et ça, je trouvais ça chouette. Pour moi, c'est, un bel enseignement. Quoi d'autre? Sinon, si je devais, parler un peu plus de moi, donc je me suis défini comme étant un électron libre. Bon, j'ai jamais été un suiveur de toute ma vie. J'ai jamais non plus cherché à être suivi, quoi. Je cherche pas à mener, une grande équipe ou enfin, c'est pas non plus mon truc. Ce qui est assez drôle, c'est que comme je suis assez libre dans mes pensées, souvent les gens qui ont l'habitude d'avoir une petite troupe autour d'eux viennent me voir pour me demander un avis, indépendant en quelque sorte. Parce Mmh. qu'ils savent très bien que si je considère que ce qu'ils font est mauvais, je leur dirai, quoi. Il y aura pas d'ambiguïté. Donc du coup, voilà. Sinon, moi au départ, j'étais surtout passionné par les technologies. J'ai appris en 1 lieu l'électronique, ensuite je suis devenu informaticien, puis développeur et aujourd'hui, bon, je suis salarié et responsable d'une équipe de développeurs. Donc gérer le boulot plus, bah, tout ce que je fais à côté en ce moment, c'est compliqué. Puis il faut être aussi un peu présent pour ma famille. Des fois, on me le reproche un peu, j'essaie de gérer un petit peu tout ça comme je le peux. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début de ma carrière professionnelle, j'avais qu'une seule idée en tête. Bon, c'est avant d'avoir une compagne et un enfant. J'étais vraiment dans ma carrière et puis, je voulais m'améliorer, quoi. Je voyais pas trop le monde autour
Et la première grosse claque que j'ai prise, c'est le 11 septembre 2001. Mais je pense que je suis pas le seul à l'avoir prise. Mmh. Moi, c'est pareil, hein. C'est le 11 septembre 2001 qui m'a fait franchir un grand cap au niveau de mes représentations du monde. Voilà. Après, bon, après, c'est vrai que ce jour-là, moi, c'était une des rares fois où j'étais en arrêt maladie. Et j'avais attrapé un bon état grippal. J'étais assis sur mon canapé, j'allume la télé et c'était pile après la première tour, en fait. Au début, j'ai pas compris. J'ai fait: «C'est quoi cette tour en fumée? Qu'est-ce qui se passe au World Trade Center?» Et j'ai vu le deuxième avion en direct arriver sur la deuxième tour et je fais: «Waouh!» Donc au début, c'est vrai que quand on a vu ça, puis après derrière, il y a toutes les images qu'on suivi. Quand c'était du direct, on voyait les gens qui sautaient. Enfin, il y a eu des images assez dures, quoi. Puis le bruit Mmh. des corps qui tombaient. Enfin, c'est waouh! Enfin, c'était une drôle de journée, quoi. C'est un petit peu transpirant, quand même. Et comment dire? Après ça, il y a eu tout, comment dire? Le rapport sur ce qui s'est passé. Et là, j'ai commencé à dire: «C'est vraiment n'importe quoi». Je suis pas en train de dire que, toutes les thèses, qu'on va appeler complotistes sont vraies, j'en sais fichtrement rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on nous a présenté comme étant la vérité, il y a vraiment beaucoup de trous dans la raquette. Enfin là, c'est là que j'ai commencé à me dire: «Waouh, entre ce qu'on est en train de nous dire et ce qui se passe réellement, il y a déjà un delta». Et Ça d'ailleurs, ça m'a ce qui était Ouais. aussi intéressant, c'est de savoir que le rapport qui a existé, qui est évidemment critiquable, a été initié grâce aux familles des victimes qui se sont battues pour pouvoir avoir ce rapport, parce que sinon, en fait, l'histoire aurait continué comme si de rien n'était. Ouais, ils auraient rien eu. Ça m'étonne qu'à moitié. Mais c'est quand même un des seuls moments, où par magie, un avion a réussi à faire un trou rond dans le Pentagone, quoi. Il y a Mm. pas de marque de réacteur, il y a pas de marque d'aile. Enfin, il y a des trucs exceptionnels et le pire, c'est que dans des trucs comme ça, dans des situations pareilles, il y a des gars qui des entre guillemets «des spécialistes», parce qu'on trouve toujours des spécialistes dans tous ces moments-là, qui sont capables de nous expliquer que c'est possible. C'est Mais après, j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de faire Saint-Cyr pour se dire que là, il y a vraiment, bon, on veut bien être gentil, mais on n'est pas non plus des petits lapins de 6 semaines, quoi. Mm. Enfin bref. Heu, donc voilà, c'était le premier truc. Ensuite, bah, il y a eu le référendum de 2005 qui était quand même quelque chose de marquant. Heu, bon, le référendum en lui m'a pas gêné, hein. J'ai voté non à l'époque, le non l'a emporté à 54 donc je me suis dit: «C'est bien». Parce que pour rappel, c'était, un vote pour établir la Constitution européenne, hein. C'est ça qui est à l'origine aujourd'hui de ce qu'on a, la Commission européenne et le Parlement européen. Sans ça, il y aurait rien de tout ce qu'on a aujourd'hui. Et Avec une grosse propagande médiatique d'ailleurs, à l'époque, oui, pour le oui. en plus, oui. Et puis après, ce qui est toujours, génial, c'est que les gens viennent nous voir en disant: «Ah, on n'a pas été», comment ils ont dit? «On n'a pas eu une approche assez pédagogique, on a mal expliqué aux gens». Non, non, c'est que le projet nous plaît pas, faut arrêter de Mm. quand on dit non, c'est qu'un projet nous plaît pas, c'est pas parce qu'il est mal expliqué ou qu'il manque de pédagogie. Et ces gens croient qu'on est trop bêtes pour c'est insu c'est insultant, en fait, leur façon de faire à chaque fois. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, je pense qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. En Mm. Ils nous méprisent. Ils nous méprisent, ça, c'est une certitude. Et donc après, voilà, là où vraiment, là, ça m'a piqué, c'est quand Sarkozy, 2 ans plus tard, il est venu, il a changé 3 virgules au texte et c'est passé par voie parlementaire. Et là, on s'est assis clairement, ce jour-là, on s'est assis sur la démocratie. Enfin, et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Il y a un vrai problème». C'est-à-dire qu'on pensait enfin, moi, avant, en tout cas, peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient lucides bien avant moi, hein, mais moi, avant, je pensais qu'on avait un vrai pouvoir, que notre bulletin qu'on mettait dans l'urne, il avait une vraie valeur. Et là, je me suis rendu compte que waouh! Mais mais bon, après, c'était vraiment le début du cheminement, hein. Après, bon, il se passait des choses assez rapidement. En 2008, on a eu la crise des subprimes. Donc là, c'est pareil. Ça enchaîne, hein. Oui, bah, oui, oui, donc la crise des subprimes, bah, là, j'ai commencé à réfléchir sur la création monétaire. Moi, je savais pas au début comment on créait l'argent. Heu, Puis je sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais il faut savoir que les banques créent l'argent à partir de rien. À partir du moment où on contracte une dette, ils vont voir leur banque centrale, ils disent: «Voilà, je veux donner un crédit de temps», et l'argent, il vient d'être créé au moment où vous avez contracté cette dette et qu'elle est de cet emprunt et qu'il est accepté, en fait. La seule obligation que la banque a, c'est d'avoir une quote-part de ce montant emprunté en fonds propres, qui est je sais plus de combien. À l'époque, il était de un Bon, trentième déjà. Aujourd'hui, je sais pas combien on est, mais c'est du ouais, c'est délire, autour hein. de ça. Ça reste autour à peu près les ordres de grandeur sont les mêmes. Voilà, donc ils créent de l'argent à partir de rien. Alors on vient nous seriner qu'il y a de la dette, il y a de la dette, mais tout fonctionne à partir de la dette. C'est on est en train de dire: «Il y a un problème», et le problème, c'est le mode de fonctionnement même de la création monétaire.
Et donc du coup, ces banques ont la capacité de créer de l'argent à partir de rien et ensuite, ils vont gagner des intérêts. Là aussi, ça me fait rire parce que le mot intérêt, mais ça veut dire quoi intérêt? Enfin, je veux dire, la novlangue quoi, c'est un intérêt pour qui? C'est quelque part, c'est un gain, mais on nous présente un intérêt, c'est un mot vachement positif, mais en fait, c'est ce Mmh. qui va plumer la plupart des gens et c'est ce qui va faire aussi que la plupart ne vont pas s'en sortir, ces intérêts. On parlera même pas des intérêts que les banques prennent de façon complètement illégitime aux États quand les États empruntent. Parce que c'est Mmh. pareil, aujourd'hui, les États n'ont plus le droit d'emprunter directement à leur banque centrale ou leur banque nationale qui n'existe plus. Ils sont obligés de passer par une banque qui, elle, va faire des intérêts. Bon, il y a très peu d'intérêts aujourd'hui, voire, mais bon, il y a eu pendant des des décennies des intérêts et des intérêts qui ont été pris comme ça par les banques en l'échange de quoi? De rien, quoi. C'est du détournement purement et enfin, on détourne purement et simplement de l'argent des pays. Tout à fait. Il y avait Holbeck, Jean-Jacques Holbeck qui avait fait un super livre sur le sujet. Il montrait qu'on avait quasiment payé autant d'intérêts que le montant de notre dette. Oui, c'est ça. En fait, depuis la loi de 73, c'est pas la seule loi qui a marqué l'histoire de la création monétaire. Il y en a d'autres intéressantes, mais la loi de 73, Pompidou-Giscard du 3 janvier. Mais depuis cette époque-là, on a payé quasiment autant d'intérêts que de montant de la dette. Donc, la dette Ouais. est plus que légitime. Je vais tout à fait dans ton sens. Donc après là, maintenant, je sais plus, combien elle est aujourd'hui la dette, mais je sais qu'il y a des certains 2004, 2200, 2400, on est à peu près à voilà. 100% du PIB. Oui, donc 2 400 000 d'euros, c'est ça, hein? Oui. Donc oui, je pense que si on prend tous les intérêts qu'il y a eu depuis le début, on serait à peu près à ces mêmes sommes. Donc ouais, parce qu'à l'époque, j'avais vu, c'était 2 000 milliards pour à peu près 2 000 milliards. On était Mmh. à il y avait une différence de 100 milliards à peu près, enfin, mais du coup, c'est plus du tout la même musique entre 100 milliards et 2 000 milliards par rapport au PIB du pays. Enfin, c'est pas du tout les mêmes ratios. Donc voilà, donc bon, après moi, je suis pas un expert en création monétaire et tout ce qui touche à la monnaie. Je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, mais oui, c'est déjà rien que de comprendre ça, ça fait déjà beaucoup de choses. Et après, bon, il y a eu une petite période, j'ai pas envie de dire d'accalmie, parce qu'il y a eu quand même une crise. Après, tout le monde l'a Mmh. vécu à sa manière. Mmh, mais 10 ans plus tard, on a vu arriver les gilets jaunes quand même. Si tu et c'est quand même le résultat de 10 ans de crise après les subprimes, parce qu'on Mmh. on en est là, hein. Et après, on n'a pas tous vécu de la même manière. Moi, j'ai eu du bol, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir été, quelqu'un de riche, je suis pas non plus quelqu'un de malheureux du tout. Je m'en suis enfin, j'ai l'impression de passer tout le temps entre les gouttes, je m'en sors plutôt bien et puis en plus, je suis dans un secteur qui est l'informatique où il y a toujours eu du boulot donc voilà. Mais bon, ça m'empêche pas d'être empathique, quoi. Moi, ça me rend triste quand je vois les gens qui voient les autres autour d'eux, qu'en bavent et puis que ça leur fait rien, quoi. Ou voire même qu'ils les méprisent, enfin, c'est ça, c'est le pire, quoi. C'est c'est peut-être aussi par rapport comment dire? À le milieu dans lequel j'ai grandi, en fait. Enfin, si je regarde tous les amis de mes parents, toute la famille, tous ceux qui sont venus du Portugal et qui sortaient d'une dictature, il faut savoir que quand ils partaient du Portugal, toutes ces familles qui venaient, en fait, vivaient de ce qu'ils produisaient dans leurs champs et et quand j'étais petit encore, je les voyais, faire enfin, tout faire à la main, quoi. Ils avaient aucune machine, quoi. Ils ils allaient tailler le foin à la faux et tout. Enfin, c'était, waouh! Enfin, c'était quelque chose qu'on voyait plus en France déjà, ça n'existait plus, quoi. Et ces gens-là sont arrivés en France avec cette capacité de travail. Ils se sont battus, quoi et puis ils en ont bavé, quoi et comment dire? Ils se plaignaient pas en plus et je pense que enfin, pour beaucoup, ils en sont plus là. Ils ont vraiment évolué. Ils ont réussi à se refaire une vie, puis arriver à une vie beaucoup plus douce que ce qu'ils ont connu dans les débuts. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent plus à nourrir leurs gamins ou bah, ça doit rendre fou, en fait. Ça doit rendre fou. Enfin, quand on n'arrive pas à habiller ses gamins qu'on trouve pas de solution entre son travail pour les emmener à l'école, pour les soigner, pour tout, quoi et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui galèrent vraiment, enfin, c'est pareil, tu vois? Enfin, ce qui m'agace dans ces trucs-là, c'est que on va avoir des médias qui vont mettre en lumière, enfin, dans un groupe de gens qui va manifester ou autre, il y aura toujours des gens, honnêtes et puis des gens un petit peu, qui seront un petit peu border dans leur démarche et ça sera toujours le cas, quoi. Mais ça dépend sur quoi on met la lumière et généralement, les gens qui vraiment sont en galère, c'est pas les gens qui feront le plus de bruit, c'est pas les gens qui iront devant les projecteurs, c'est pas ceux enfin, pourtant ces souffrances-là, elles existent, en fait et elles devraient pas être,
on devrait pas leur cracher dessus comme certains le font. Je trouve ça hyper triste, en fait. Moi, je me sens hyper solidaire de ceux qu'en bavent, en fait. Enfin, c'est voilà, c'est important pour moi de laisser personne au bord du chemin, quoi. Enfin, on peut pas avoir un projet de société si on laisse 50 de la société au bord du chemin, c'est pas possible. Sinon, il y a plus de société. Elle n'existe plus. Mais ça fait plaisir de l'entendre parce que malheureusement, c'est pas le discours dominant évidemment que véhiculent les grands médias. Et donc, c'est beau de voir que nous sommes nombreux en tant que citoyens à l'échelle populaire. Hein, l'opinion français particulièrement est attachée au système de solidarité où chacun donne en fonction de ce qu'il peut et reçoit en fonction de ce qu'il a besoin. Ce qui est d'ailleurs différent de d'autres cultures. Hein. Par exemple, la culture anglo-saxonne est plus basée sur le self-made man, même si évidemment il a été instrumentalisé, détourné, caricaturé. Mais voilà, les Français ont quand même une histoire de lutte et une histoire sociale où ça nous tient particulièrement à cœur. Merci Daniel pour cette rétrospective. Hein. Tu es parti donc de la dictature de tes parents au Portugal, en passant par le 11 septembre, le référendum de 2005 jusqu'à Sarko qui a signé ça en 2008. Puis la crise des subprimes avec ta découverte de la création monétaire, en finissant sur cette empathie par rapport à la souffrance sociale. C'est vraiment une très belle introduction, je te remercie. Mais quand même quelque chose pour aller dans la continuité de cette chronologie. Il y a quelques mois, tu as franchi un cap. Il y a eu donc, j'imagine, un déclencheur clé aussi qui t'a permis, qui t'a encouragé à franchir ce cap-là et à créer cette chaîne, donc This is Sparta. Donc, au-delà de tous ces sujets et de tous ces moteurs d'indignation, enfin, ces moteurs qui t'ont encouragé, qui t'indignent et qui t'ont encouragé à lancer cette chaîne, est-ce qu'il y a eu un déclencheur en novembre dernier ou à la rentrée dernière qui Ouais. t'a fait franchir donc cette dernière étape? Ouais, ouais, carrément. Bah, déjà, il y a eu le 1er confinement, donc moi j'ai Mmh. pas, pendant cette période-là, j'étais plus à suivre ce qui se passait. Au début, moi j'ai une femme qui est infirmière, donc c'était un peu bizarre, hein. Je vivais le confinement à l'extérieur de la maison et à l'intérieur de la maison. Bah, oui, parce qu'on ne savait pas, en fait. La maladie était au début, elle était nouvelle. On n'avait rien, on n'avait aucune idée de sa dangerosité et ma femme a été comment dire? En renfort des équipes, réa Covid pendant les 2 mois les plus chauds au mois de c'était mars-avril, je crois, 2020. Donc on se posait des questions, on savait pas trop, aussi bien l'un que l'autre. Moi, je sais qu'elle a manipulé des gens malades et au début, on s'est dit: «Bah, on va faire gaffe». On a la chance, on a une maison où il y a plusieurs chambres. Au début, on n'a pas pendant un mois, on n'a pas dormi ensemble, ne serait-ce que même pour protéger le petit. On savait pas du tout, les risques qu'on Mmh. prenait, en fait. On savait pas du tout. Aujourd'hui, c'est fini ce truc-là, on n'est plus du tout dans ce délire-là, mais au début, on se posait des questions, c'était un peu compliqué. Après derrière, il y a eu la sortie du confinement, puis les tests qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup de contradictions dans tout le comment dire? Toute la gestion sanitaire de cette crise et moi, c'est un petit peu comme le 11 septembre là, moi ça fait tilt dans ma tête très rapidement. J'ai dit: «Eh, on se paye ma tête». Donc du coup, j'ai commencé à me dire enfin ouais, ce qui m'a commencé à me mettre la puce à l'oreille, c'est, hem, tous les jours, on avait le nombre de cas qui étaient testés positifs. Mmh. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Moi dans mon métier, hein, je suis programmeur, donc je fais pas que ça, mais je peux être amené aussi à traiter des grosses quantités de data et puis essayer d'extraire faire ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire d'essayer d'extrapoler de la donnée brute et puis d'en faire ressortir, quelque chose d'interprétable et intelligible. Et quand on vient me voir et qu'on me dit, il y a eu, 20 000 cas, de testés positifs et le lendemain, il y a eu 30 000 cas, c'est 10 000 de plus qu'hier. Bah, tu es gentil, mais combien de personnes ont été testées? Mmh. Parce que moi, si on me fait pas Clairement. un ratio, ça veut rien dire. Donc je me dis: «Mais où est-ce que je peux trouver ces chiffres?» Et j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombé sur le site de GEOD, Santé publique France. J'ai vu Mmh. qu'on pouvait collecter les datas et là, j'ai commencé à faire mes petits tableaux Excel, à faire des tableaux avec, 2 courbes, plusieurs courbes sur le même tableau avec deux axes, d'ordonnées pour, par exemple, mettre en parallèle le nombre de testés, le nombre de positifs et puis pareil, j'ai commencé à faire le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de testés. Comme ça, j'avais une courbe qui existe, en fait, mais je connaissais même pas son nom. Il y a des gens qui me parlaient: «Mais tu sais ce que c'est que le taux de positivité?» «Non, je sais pas, c'est quoi?» Et puis après, ils commencent à m'expliquer leur truc. Je fais: «Bah, oui, bah, c'est ce que je fais depuis 3 semaines».
Mais moi, je savais pas qu'il l'appelait comme ça. Enfin bon, bref, peu importe, mais ça me paraissait logique. Parler de cas, ça veut rien dire. Et en Tout à plus, fait. Une valeur absolue n'a aucune valeur et c'est les chiffres qu'on aurait dû nous donner, c'était donc ce taux de positivité dès le début. déjà, pour commencer. Après, il y a peut-être des analyses plus fines à faire et à croiser avec plein d'autres choses. Mais déjà, de base, on ne parle pas du nombre de cas. Puis il fallait voir comment c'était fait. C'était pareil, le nombre de décès, le nombre de cas, et on nous envoyait une espèce de belle page web tous les jours avec la date du jour et 4 gros carrés, là, un petit peu à la Windows, avec chacun des chiffres. Mais là, c'est de la macro, quoi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas raisonner avec ça. Il faut des courbes, il faut du recul, il faut du temps. Enfin, on ne raisonne pas sur de la donnée journalière. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire tous ces graphiques pour, ne serait-ce que d'abord pour avoir, moi, une visibilité de ce qui se passe réellement. Et déjà, ça a commencé un petit peu à me rassurer, quoi. Euh, et ensuite, derrière ça, je suis parti en vacances l'été dernier. Je suis parti au Portugal. Et je suis arrivé en Espagne, j'ai vu tout le monde masqué. Je fais waouh! J'arrive, je m'arrête pour manger. Je faisais une halte sur la route. J'étais avec mon fils, je fais une halte. On fait un petit pique-nique là, et je vois des gens. On était en plein milieu de la pampa, c'était le désert, masqués quoi, tout seul. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? À un moment donné, on a eu besoin d'aller dans une ville, je sais plus laquelle. Pareil, tout le monde avec le masque. Et c'était comme en France, sauf qu'on l'avait pas vu ça encore en France. En France, on l'avait vu en intérieur, mais pas en extérieur. Et là, déjà, de voir des villes avec tout le monde masqué, mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de chaque ville quand je voyais ça. C'est trop, enfin, c'est hyper anxiogène en vrai, quoi. C'est, C'est enfin, bref, dystopique. dystopique, voilà. Et derrière, après, je suis rentré de vacances et puis il y a eu une annonce de Castex. Et là, il dit les masques obligatoires pour les gamins en école primaire. Et là, moi, c'était la goutte, quoi. Horrible, hein, horrible. Je dis, on va pas mettre des masques sur des gamins de 6 à 10 ans, c'est pas possible. Bah si. Bah si. Et donc du coup, quand j'ai vu ça, moi, c'est là où j'ai fait ma première vidéo. Je l'ai faite sur YouTube. Et Léo des décodeurs, c'est quelqu'un que je connais depuis, je crois que ça fait plus de 10 ans que je le connais en vrai. À l'époque de j'ai-un-doute.com. Même pas, Même pas. enfin si, j'ai un doute. En fait, j'ai un doute, c'est une chaîne qu'il a fait avec un de mes meilleurs amis. Et il était aussi à l'origine avec ce même copain de Thinkerview avec Sky que je connais pas. Il y a juste le présentateur que je ne connais pas, mais les deux autres, je les connais très bien, quoi. C'est des gens que je côtoyais quand j'habitais à Orléans. Enfin, ils étaient dans le coin. Enfin, Léo, c'était le super pote du frère d'un de mes meilleurs potes, quoi. Voilà, en gros. Donc je l'ai connu comme ça, moi. Il n'y avait pas d'histoire de chaîne, il n'y avait même pas de j'ai un doute et tout ça. Et donc du coup, quand j'ai fait cette vidéo sur comment dire, sur le masque, je lui ai montré. Il me fait: «Ah trop bien et tout machin, nin, et là il m'a dit: «Bah écoute, on va t'inviter dans l'émission et tout, tu vas parler de ta démarche». Je fais: «Waouh!» C'était un moment où il faisait achat aussi à chaque fois, 20 000, il était il pla enfin les décodeurs plafonnaient à 20 000 personnes en temps réel tout le temps, quoi, à ce Ce qui est moment-là. monstrueux, hein. Une audience C'est de 20 000 personnes en live, c'est Ouais. énorme. Il y a quasiment aucun média, même dominant, qui arrive à faire ça sur les réseaux sociaux. Et donc j'arrive là-dedans et j'explique du coup ma démarche. Et il me dit: «Ah, il faut s'abonner en masse sur sa chaîne», et c'est comme ça que ma chaîne a démarré. Donc du coup, j'ai eu un gros coup de pouce et ça m'a permis de mettre en lumière un peu ce que je faisais. Et puis du coup après, j'ai eu le marchepied pour commencer à toucher du monde, en fait. Et ça, C'est un bon c'était cool. marchepied quand même, hein. C'était un super marchepied. Et s'ils m'entendent, je les remercie. Donc voilà, après voilà, on n'a pas forcément les mêmes luttes, mais c'est des vrais bagarreurs, enfin c'est chouette ce qu'ils font, quoi. Donc voilà, donc vraiment là, pour répondre à ta question, ce qui m'a fait, franchir le pas, c'est le masque sur les petits bouts, là. Et c'est aussi intéressant cet exemple que tu nous as partagé autour de la big data en lien avec ton métier d'informaticien, de développeur, Ouais. qui t'a encouragé à l'échelle citoyenne pour toi-même, pour te construire ton avis, d'aller rentrer ces données brutes dans des tableurs Excel pour pouvoir suivre au quotidien. Et donc on voit aussi voilà que tes compétences professionnelles t'ont aussi mis la puce à l'oreille. Tu le rappelais, hein, tu t'es dit anguille sous roche, un peu comme sur le 11 septembre. Et Mmh. d'ailleurs, comment accueille un peu ton entourage, que ce soit professionnel, amical ou familial, tout en évidemment en gardant ton intimité, hein, mais juste pour savoir, est-ce que tu es obligé d'énormément t'auto-censurer ou, enfin voilà, un peu savoir un peu
mesurer la température un peu des sphères sociales qui t'entourent pour comprendre, parce qu'on est tous exposés malheureusement à beaucoup de déni autour de nous, et donc c'est pas forcément évident en termes de stratégie et avoir une bonne intelligence interpersonnelle pour pouvoir être dans des postures adaptées par rapport aux interlocuteurs qu'on a, qui sont dans des niveaux d'hypnose plus ou moins profonds. Bah, alors moi, pour ma part, je suis assez discret en fait avec, mon entourage proche par rapport à ce que je fais. Je vais pas leur envoyer des liens de toutes les vidéos que je fais ou de toutes Mmh. les choses auxquelles je participe. Je vais avoir par contre, en fait, je suis parti du postulat que j'ai pas envie d'exposer ce que je fais à ma famille ou, même forcément à la maison. Je préfère à la limite parler de vive voix des choses que je ressens et comme on parlerait entre potes, sans mettre en avant, ce que je fais, d'un point de vue médiatique, en fait. Après, si les gens veulent me retrouver, ils peuvent me retrouver, mais je les incite pas à ça, enfin, je recherche pas ça en fait. Ça n'empêche pas de dire ce que je pense quand même autour de moi. Et sinon, au-delà, donc, vu que tu es plutôt dans une posture discrète et donc il y a de l'autocensure aussi, hein, ça peut être positif aussi, l'autocensure, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par exemple, dans ton lieu d'activité, enfin, dans les rencontres professionnelles que tu fais, est-ce que tu peux nous partager un peu le niveau de conscience, le niveau de critique qu'il y a par rapport aux informations officielles, gouvernementales ou des différentes autorités sanitaires? Est-ce qu'il y a quasiment aucun questionnement? Est-ce que le débat est interdit? Est-ce que c'est un sujet de conversation qui est tabou? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des portes qui s'ouvrent? Quelle est la dynamique sur une année que tu peux rencontrer dans les conversations que tu as la chance d'avoir dans des lieux, on va dire, neutres au sens professionnel? Alors, si, je me masque, si je montre pas mon visage, c'est pas par peur de montrer mon visage, on va dire, c'est pour protéger plus, ma compagne et mon fils, hem, à plusieurs niveaux. Bon déjà, le fait de se montrer, je sais pas ce que ça pourrait donner. Ça me fait pas spécialement peur, mais à la limite, c'est un risque en moins et ça apporte pas forcément une grosse valeur ajoutée à mon message. Moi, ce qui est important, c'est les mots que je vais dire. Après derrière, vis-à-vis d enfin, d'un point de vue professionnel, je préfère, vraiment faire découper franchement ces 2 mondes, en fait. Hem, Même si dans ce que je fais, il y a des liens aussi avec le covid, mais pas que, mais aussi. Hem, je vais avoir des collègues qui vont avoir tous les courants de pensée, en fait et c'est pas toujours simple d'évoquer, au travail, mmh, comment dire? Une pensée politique, une idéologie ou autre. Ça peut amener à des comment dire? À des débats ou à des discussions un peu un peu viriles et qui vont plutôt polluer le travail quotidien qu'apporter, j'ai pas l'impression que c'est là que je vais faire, mon œuvre en fait. Enfin, je sais pas comment le dire, mais, Mais est-ce que des fois, à la machine à café, il y a des conversations un peu critiques de la version officielle ou c'est un sujet qui n'est pas, quasiment pas abordé, donc au final? alors, pour parler de la machine à café, moi je suis en télétravail depuis le 17 mars 2020. D'accord, ok, donc je comprends mieux la réponse La aussi. machine à café, je suis le seul à l'utiliser en pleine journée. Ok, je Si comprends mais bon, bien. après voilà, tu vois, par exemple, là, derrière moi, là, j'ai changé un petit peu le décor, volontairement parce que je suis tous les jours, de la semaine en visioconférence avec, de 1 à 57 collègues en même temps. C'est ouais, non, mais oui. C'est Déjà, possible à on est 57? ah oui, c'est possible, ouais. Waouh! Déjà, on était bah, après, il suffit de comment dire? De de rigueur, en fait. Tout le monde se mute et celui qui parle, se démute et je sais pas, par exemple, bah, toutes les, toutes les semaines, on va avoir, une réunion hebdomadaire et bah, il y a quelques intervenants qui parlent et les autres se mutent et écoutent et s'ils veulent intervenir, ils se démutent et ils interviennent. Mais du coup, on s'entend même mieux que quand on était en réunion au C'est bureau. fou. Mais bon, bref, après on était habitué à ça parce qu'on travaille avec des gens qui travaillent dans plusieurs pays, donc on est vraiment habitué à ce mode de travail-là. La seule différence, c'est que maintenant, on le fait aussi avec nos collègues à côté de nous, en fait. Donc bon, ça change pas grand-chose. Mais bon, là, voilà, là, je conserve cette discrétion comme ça. Je ça ne gêne il y a pas de gêne, enfin, il y a pas de gêne sur des opinions ou des choses comme ça et au boulot, on reste concentré sur le cadre du travail et je mélange pas les 2.
Super, merci Daniel. Et d'ailleurs, tu l'as dit, hein, tu interviens donc sur le monde médiatique aussi avec ta chaîne, hein, donc tu es conscient que du pouvoir des médias, on l'appelle souvent le quatrième pouvoir. Pour nous, au Front Médiatique, on dirait même des fois que c'est le premier pouvoir Mmh. qu'on voit par exemple en Suisse, des exemples concrets de votation citoyenne, où malheureusement les citoyens n'ont pas voté des propositions qui étaient entre guillemets, qui permettaient d'avancer vers quelque chose de mieux pour les intérêts populaires. Donc, tu as choisi cet engagement médiatique depuis maintenant un peu moins de 6 mois. Pourquoi tu penses que les médias, selon toi, sont au centre de la bataille et tu as fait le choix de mettre aussi donc une partie de ton temps, de ton énergie et de partager ta réflexion à travers un espace médiatique qui est YouTube ou Odyssée ou d'autres réseaux sociaux sur lesquels tu es présent comme Twitter? Ouais, bah, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a des médias qui distillent une parole qui n'est pas juste, qui n'est pas qui est partiale et beaucoup de gens s'en rendent pas compte, en fait. Beaucoup de gens ne savent pas que l'AFP, comme Reuters, comme, sont pas des c'est pas des organismes publics. Déjà, le simple fait que des organismes distille les sujets à aborder à tous les médias, qui vont changer un petit peu la formulation, changer les titres. Mais rien que ça, c'est pas normal. Chacun devrait investiguer. Un média doit investiguer, sinon c'est plus un média, je sais même pas comment l'appeler en fait. Et et donc voilà, ça veut dire qu'il y a une espèce de parole qui est validée, qui redescend de façon verticale et qui est distribuée et ça c'est impossible. Enfin c'est moi ça me pose un vrai problème et à côté de ça, donc nous on se con enfin moi je me enfin j'apporte une analyse, humble, hein. Je suis comment dire? J'essaie de réfléchir, de me poser des questions, d'aller faire des recherches et puis pour amener les autres à se poser des questions, je suis pas là non plus pour apporter des vérités aux gens, mais déjà les amener à se questionner, c'est déjà énorme et c'est important qu'on fasse qu'on ait cette qu'on contrebalance en fait, tous ces médias dits mainstream, qui au demeurant appartiennent, qu'à des puissants et qui sont tous sauf indépendants et quand on voit comment on se fait attaquer, quand on voit comment les gens qui nous écoutent se rendent pas compte, mais le nombre de vidéos qui se font striker, c'est quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut couper la parole des gens. On a même vu couper la parole d'un président des US. Qu'on soit d'accord avec lui, c'est pas le problème. Peu importe. C'est juste, on coupe pas la parole des gens. On a le droit de pas être d'accord. Moi, si je sais pas, moi, quand j'entends Marine Le Pen, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Pourtant, elle a le droit de parler, quoi. Moi, je considère que la liberté d'expression doit passer au-dessus de notre idéologie et de notre façon de penser. Même si des gens disent des choses qui ne nous conviennent pas, il est hyper important que ces personnes puissent les dire, ces choses-là. C'est ce qui fait qu'on est dans une démocratie, c'est ce qui fait qu'on est dans un pays libre. À partir du moment où il y a des choses qu'on a le droit de dire et d'autres qu'on n'a plus le droit de dire, c'est plus une démocratie. Et c'est hyper dangereux, hyper dangereux. Les gens Ça me s'en fait rendent pas compte. penser, ça me fait penser à la phrase la liberté d'expression, c'est comme les femmes enceintes. Soit elle est enceinte, soit elle n'est pas enceinte, quoi. On peut pas être dans une demi-mesure en liberté Non, d'expression. bien sûr. Donc voilà, donc on a tous notre rôle à jouer par rapport à ça et c'est vrai qu'on le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a toutes les étiquettes qui sont apposées sur les gens qui font ça. Moi, à force de côtoyer toutes les personnes qui le font, je vois des belles personnes et le pire, c'est que je vois des mouvements qui ont les mêmes motivations et qui se confrontent. Mm. Je trouve ça insupportable, insupportable. Je vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Pourtant, certains le font, qui vont casser d'autres chaînes en disant: «C'est des machins, c'est des bidules», enfin des antisémites, de l'extrême droite ou je sais pas quoi, enfin alors que 95 de leur pensée est la même Mm. et à part j'arrive pas à comprendre. En fait, que des gens qui soient pas, comment dire, sensibilisés, politiquement, qui n'aient pas vraiment le temps de s'intéresser à toutes ces choses-là et qui n'aient pas cette approche, enfin, qui ne puissent pas comprendre, en fait, les enjeux, ça, j'arrive à l'entendre. Mais par contre, des gens qui passent leur temps à faire de la recherche pour produire des émissions et qui cassent du sucre sur le dos des copains, s pour le simple fait que, allez, 5 de ce qu'ils pensent ne va pas dans leur sens,
mais ils jouent contre eux, en fait. Enfin, ils se rendent Mmh. pas compte. Déjà, on n'est pas nombreux, mais en plus, si on se tape sur la gueule entre nous, c'est mort, quoi. Et ça, je trouve ça d'une tristesse absolue. Enfin, je pense que la plupart des gens veulent retrouver la liberté d'expression. Je pense pas qu'il y ait énormément de transhumanistes ou de choses comme ça dans tous ceux qui livrent cette lutte, en fait. Ils veulent juste retrouver une vie simple, hein, avec des valeurs, c'est pas parce qu'elles sont simples, ces valeurs, qu'elles sont pas pour autant belles, mais revenir à des choses, plus évidentes et moins farfelues et on mène tous ce combat-là. On a besoin d'être libre, en fait. Moi, j'ai envie de pouvoir vivre tranquillement, j'ai envie de pouvoir envoyer mon gamin à l'école, éduquer, apprendre des choses et sans porter un masque. J'ai envie de pouvoir me balader et respirer librement, j'ai envie de plein de choses comme ça, quoi. Et j'ai l'impression que la peur que les gens vont avoir, va les empêcher de réfléchir sainement, en fait. Enfin, c'est triste, hein, mais c'est triste et en fait, ils oublient que en fait, c'est cette façon de polariser le monde qui est triste, en fait. On a des masques, des anti-masques, on a des pro-vaccins, des anti-vaccins. Il y a des nuances dans tout ça. On peut très bien être pour les vaccins et se dire: «Bah oui, mais là, j'aimerais pas qu'on me l'impose si toutes les phases de test ne sont pas terminées». Ça veut pas dire que je suis contre les vaccins. Enfin, il y a plein de choses comme ça où et puis les gens se crachent à la figure, mais c'est un enfin, je sais pas dans quel monde on vit, mais en tout cas, beaucoup de ceux qui attaquent les autres en disant qu'on est des complotistes ou je sais pas quoi, en disant qu'on vit dans un monde civilisé, on devrait écouter les consignes, mais c'est eux qui sont pas civilisés. Parce que moi, j'impose rien à personne, quoi. C'est juste, je refuse qu'on m'impose les choses et je pense que chacun doit être libre de ses propres choix et c'est vrai que de faire ces vidéos, ça m'a amené une réflexion sur la démocratie. Heu, Mmh. la démocratie, en fait, pour moi, c'était quelque chose, une sorte de Graal. C'est sûr que la démocratie, c'est largement mieux que, une petite élite qui va décider pour les autres, heu, en fait, qui va poser des lois qui ne vont pas servir l'intérêt du plus grand nombre. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Mais le côté extrême de la démocratie aussi, c'est de faire disparaître les libertés individuelles. Mmh. Et là, il y a un problème. Je pense que les libertés individuelles, c'est quelque chose d'hyper précieux. C'est très présent d'ailleurs dans les droits de l'homme, hein, les libertés individuelles et on doit comment dire? On doit les défendre coûte que coûte. Après, c'est sûr que les libertés nos libertés ne doivent pas nuire aux autres, mais il y a des limites quand même et là, je pense qu'elles sont largement franchies. Enfin voilà, je vais te laisser parler. Ah non, non, mais c'est vraiment passionnant, Daniel. Vraiment, c'est un plaisir de t'écouter et ces émissions sont là pour ça. C'est pour montrer qu'en fait, derrière tous les soldats numériques ou tous les penseurs hétérodoxes, tous les lanceurs d'alerte qu'on accueille, ce qui est beau, c'est de voir cette diversité de pensée et cette intelligence aussi. Aujourd'hui, on nous fait croire, on nous répète en permanence que le monde est trop compliqué pour qu'on puisse le comprendre. Et quand je vois la qualité des intervenants que j'ai la chance d'accueillir quasiment tous les soirs, ça me rassure, ça me donne vraiment de l'espoir parce que je me dis qu'il y a une intelligence populaire avec tous les profils qu'on accueille, hein, des gens de différents âges, de différents parcours universitaires. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité qui est rassurante. Et je te remercie aussi de parler de ces combats entre chaînes ou de ces divisions qui s'opèrent parfois sur la toile, parce que ça fait partie des valeurs du front médiatique et des objectifs que nous avons. Nous essayons de donner la parole à des gens qui pensent pas forcément pareil, avec des fois des pensées contradictoires d'une soirée à l'autre. Et pour nous, c'est important parce qu'il faut sortir du dogmatisme. Il faut apprendre à être tolérant, à entendre des gens qui pensent différemment de soi. On peut distinguer aussi la personne des idéologies. On peut débattre philosophiquement sur un sujet tout en étant en désaccord, tout en étant les meilleurs potes du monde et adorer aller à la pêche ensemble, ou aller faire du jardin ensemble, ou aller faire de la rando ensemble. Et donc vraiment, on rentrera jamais dans ce jeu sur le front médiatique, ce combat du diviser pour mieux régner, qui est évidemment contre-productif. Et j'aime beaucoup cette citation des indignés espagnols qui dit aujourd'hui c'est pas la droite contre la gauche, c'est le haut contre le bas et ou le bas contre le haut en l'occurrence. Donc voilà, ayons l'intelligence, comme tu le disais, de voir qu'on est d'accord sur 95% des sujets et comprendre qu'on a un ennemi commun qui fait qu'on a vocation à s'unir. Et c'est d'ailleurs été le cas du Conseil national de la résistance qui a libéré la France occupée par le régime nazi. Et ben, dans le Conseil national de la résistance, il y avait des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, des anarchistes. Il y avait des gens de tous les bords et ils se sont unis pour une cause commune. Et aujourd'hui, vu que nous aussi, nous sommes occupés par la finance internationale, par une oligarchie apatride qui a un projet diabolique pour le monde, ou en tout cas qui ne nous fait pas rêver, et on est nombreux à pas rêver de ce projet-là, ben, unissons nos forces.
Tu abordes beaucoup de sujets, Daniel, sur ta chaîne, hein, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai la chance de t'écouter très régulièrement, pas forcément tout, parce qu'il y a beaucoup de chaînes passionnantes, mais ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu fais tes choix, parce que tu as quand même des sujets qui reviennent souvent. Évidemment, le Covid-19, hein, on pourra aborder plus en profondeur la question dans la deuxième partie de l'émission, mais tu abordes aussi donc beaucoup les enjeux de gouvernance, de démocratie, de liberté, les violences. Si tu as une vidéo aussi sur Steve, aussi, tu as des vidéos donc sur les vaccins, sur l'avenir, la liberté d'expression. Comment tu définis les sujets qui te tiennent à cœur? Pourquoi pour toi ces sujets-là sont aussi importants? Parce que tu essayes d'être pas sur des sujets d'actualité, tu essaies plutôt de proposer des analyses, des réflexions, tu essaies de prendre de la hauteur et des analyses, quoi. C'est le terme que je trouve le plus adapté. Comment tu choisis les thématiques? Par exemple, tu n'as pas encore fait de vidéo selon ce que j'ai vu sur la création monétaire, peut-être que ça va venir. Mais voilà un peu comment tu définis les sujets que tu as envie de traiter. Évidemment, ils sont importants pour toi, mais pourquoi tu les penses plus importants que d'autres? Et pourquoi tu t'éloignes de l'actualité aussi? Alors c'est je sais pas si je saurais te donner une réponse à ça. En fait, souvent, je laisse le sujet venir naturellement. Hor L'émergence. Voilà, hormis si comment dire? S'il y a une actualité sur laquelle j'ai vraiment envie de rebondir, parce que ça arrive dans certains cas. Après, c'est vrai que si je voulais avoir, plus d'abonnés et et avoir plus de vues, je serais à fond sur l'actualité, mais c'est pas ce que je m'en fous, en fait. Comme je l'ai dit au début, moi, le but, c'est pas d'être suivi, c'est d'apporter de la matière à réfléchir. Alors déjà, il y a un 1er point, c'est que moi, ça me construit, ça me fait du bien. Ça me permet de poser des mots sur des choses, soit qui vont me déranger ou autres, mais ça me permet de en écrivant ce que je ressens, ça me permet de l'exorciser, en fait, quelque part. Ça me permet de le sortir de moi, de l'extérioriser et déjà, je me sens beaucoup mieux. Après, quand je le partage et que je vois que ça a une résonance chez beaucoup de gens, je trouve ça chouette. J'ai l'impression d'être quelque part, d'être dans le vrai. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a plein de gens qui écoutent et puis qui s'en vont et qui se reconnaissent pas du tout là-dedans, mais j'ai pas tellement de retours, négatifs ou souvent les retours sont hyper positifs, les ratios de j'aime et j'aime pas sont hyper positifs et du coup, c'est rassurant. Je me dis: «Waouh!» C'est-à-dire qu'il y a c'est pas une pensée qui est complètement, en dehors de celle des autres et déjà c'est une belle ch pour moi, c'est une bonne chose. Et puis beaucoup me disent qu'ils sont contents que je pose des mots sur ce qu'eux ressentent aussi. En fait, le travail que j'ai fait pour moi leur fait du bien à eux, donc bah, voilà, c'est d'une pierre deux coups et les sujets viennent naturellement. Des fois, j'ai pas de sujet, bah, je fais pas de vidéo et des fois, je vais prendre ma douche, je commence à penser à un truc, la pensée commence à se construire et après, bah, je vais ouvrir un fichier Word et puis je vais commencer à écrire, à poser des idées. Je vais revenir deux trois fois dessus jusqu'à écrire un texte, en complet et puis voilà. Je vais parler de complotisme d'ailleurs dans la prochaine. Je donne un scoop. Mais, mais oui, oui, sur toutes les attaques que tous ceux qui se battent en ce moment subissent, on va les tacler d'antisémitisme, de négationnisme, on va chercher tout et n'importe quoi, alors que dans tous leurs propos, jamais un seul mot sur ces sujets, quoi. Enfin, ça sort d'où, quoi? C'est des Mais c'est attaques une, gratuites pour salir les gens, il y a aucune vérification, c'est de la pure diffamation et on y va et C'est une très vieille méthode, Daniel, hein. J'avais un ouais. ami passionné d'histoire qui racontait que dans les années 1960 aux États-Unis, il y avait une association des pêcheurs yougoslaves qui était catégorisée comme association terroriste dans les années 60, hein, 1960, hein, il y a 60 ans de ça. Et c'était déjà parce qu'il y avait des enjeux géopolitiques derrière, des enjeux d'intérêt économique. Et c'était l'objectif était déjà de décrédibiliser Ouais. les individus qui posaient des questions et qui se positionnaient selon des intérêts contraires aux intérêts dominants. Et pour Oui, faire bah, oui. tes vidéos, il y a aussi souvent des critiques qui nous sont faites par rapport aux sources. Toi, vu les sujets que tu abordes, qui sont plus intemporels, on pourrait dire, tu es peut-être moins dans cette problématique-là. Ouais. Mais est-ce que tu as des astuces à conseiller à la communauté qui nous écoute quand tu reçois des informations qui t'étonnent? Comment tu fais pour essayer de donner un niveau de qualité de source, un niveau de fiabilité? Bah, alors là, c'est un peu compliqué. C'est vrai que souvent je vais chercher sur internet, j'essaie de croiser. C'est un peu comme
C'est Mmh. un peu comme en informatique, en fait. En informatique, il y a beaucoup de vulgarisateurs, mais il y a beaucoup de conneries qui sont dites aussi et des fois, j'essaie de croiser sur plusieurs sources ce que je dis pour les vérifier, et ensuite, il y a énormément de choses, où je travaille un peu au feeling, en fait, où, je vais vraiment balancer un ressenti sans être forcément aller chercher des informations. Dans des sujets qui sont un peu trop pointus pour moi, oui, je vais aller faire une quête d'informations et là, c'est là où je vais chercher à croiser. J'ai été, formateur pendant 5 ans, donc je faisais aussi ce travail-là et quand j'allais chercher de la en informatique, c'était pas le même sujet, hein, mais quand j'allais chercher de l'information technique, je la croisais plusieurs fois, quoi. Parce que devant moi, j'avais des bac+2, +3, +4, ou plus. Il s'agissait pas de passer pour un guignol non plus et là, c'est un petit peu pareil, on s'expose quelque part quand on fait ça. Donc on cherche à vraiment à vérifier ce qu'on va dire et après derrière, bah, s'il m'a fallu 3 sources pour valider une information, je vais en mettre qu'une seule dans mon descriptif. Ça sert à rien non plus de noyer les gens avec, 3 tonnes de sources. Mais c'est vrai que souvent sur ma vidéo, il y en a pas tant que ça parce que, bah, je donne un ressenti, en fait. Après voilà, je suis pas un j'ai pas énormément de temps donc je suis pas, tous les jours sur des livres de philosophie, même si ça me passionne, hein, tout ce qui est Mmh. sciences humaines, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont passionnantes. J'adorerais pouvoir me poser et lire des heures, mais j'ai pas le temps. J'ai pas du tout le temps. Je J'essaie de rationaliser tous les temps que j'ai et souvent j'y vais au feeling, hormis dans certains cas où je vais étudier, certaines choses que je ne connaissais pas et que je trouve intéressantes pour pouvoir en faire une vidéo. Mais c'est beaucoup de feeling, en fait. Après, voilà. Après, c'est marrant parce que, bah, s'il y a du bon sens, on va retrouver, des fois, on va me dire: «Ah, c'était pareil que ce que disait untel, machin». Ouais, c'est Mmh. cool. Ça ça me fait plaisir. Mais on se reconnaît souvent. Moi, c'est comme les invités que j'accueille, souvent, leurs propos pourraient sortir de ma bouche, dans le sens que j'ai les mêmes convictions, j'ai les mêmes Ouais, représentations, les mêmes croyances. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en introduction, je me suis permis aussi de dire un peu philosophie politique, parce que pour moi, les réflexions que tu poses dans tes vidéos assez courtes, qui proposent des analyses, des réflexions, des commentaires sur notre époque, eh bien, pourraient s'apparenter à de la philosophie politique. Et donc, tu nous disais, ces vidéos, elles te permettent aussi d'exorciser certains sentiments que tu peux ressentir dans notre époque. Tu me disais aussi que tu avais des retours positifs. Et donc maintenant, après un peu moins de 6 mois d'activité et un peu moins de 30, enfin une trentaine de vidéos, on va dire, pour faire court, quels sont les résultats et le fruit de ton engagement? Qu'est-ce qui vibre désormais en toi avec cet engagement, le retour de la communauté? Est-ce que tu peux nous partager un peu ça, s'il te plaît? qu'est-ce qui vibre en moi? Je sais pas. Moi, j'ai envie de enfin, honnêtement, j'ai envie de continuer et pas pour des chiffres de nombre de vues ou de choses comme ça, je m'en fous un peu. Quand je regarde, par exemple, mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues, ça va être, la seule chose qui va m'intéresser, c'est la portée que je vais avoir, le nombre de personnes que je vais pouvoir toucher. Après derrière, je comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais pas, parler autour de moi de: «J'ai la chaîne machin bidule». Je suis pas là, pour me mettre en avant, je m'en fous, c'est pas la question. Moi, ce que je veux, c'est que demain, je parle de mon gamin, mais je parle de tous les gamins, puissent vivre dans un monde comme on l'a vécu nous quand on était gamin, quoi. Même même si c'est pas mieux, mais au moins aussi bien, quoi. J'ai pas envie que les enfants grandissent avec des masques sur le museau, qu'ils passent à côté des plus belles années de leur vie, en fait. Parce qu'ils s'en rendent pas compte pour beaucoup et encore le mien il est petit, mais tous ceux qui sont au lycée, qui je suis sûr qu'il y en a plein qui passent à côté de plein de choses et c'est sans compter les galères qu'ils vivent. Parce que même si on parle des étudiants, on va avoir des étudiants qui moi je sais comment ça se passe, hein, tous les parents sont pas forcément fortunés. Il y en a qui vont être dans des toutes petites pioles, qui vont être confinés dans des endroits qui sont très durs à supporter au quotidien et en plus, ils auront pas les petits boulots qu'ils avaient avant à côté qui leur permettaient d'avoir, des moyens de subsistance, en fait. On n'a jamais vu autant d'étudiants aller au Resto du Cœur que cette année. C'est un truc de dingue et donc voilà, enfin, moi, mon combat, il est pas pour moi. Moi, j'ai même si ma vie, a s'arrêté aujourd'hui, bah, j'ai déjà vraiment profité. Enfin, j'ai passé énormément de bons moments. J'ai eu des super potes, j'ai fait la fête, j'ai vécu, quoi. J'ai vécu et je suis content de ça. Mais ce que je veux, c'est que les générations qui arrivent derrière, elles aient la même chance, en fait. C'est pas pour moi que je le fais.
Eh ben, c'est trop beau d'entendre ça, toute cette humilité, ce lien à l'autre aussi, hein. Aujourd'hui, nos combats nous dépassent et la plupart des invités aussi qu'on accueille, eh ben, sont dans cette démarche-là. C'est de simples citoyens, sans ambition, sans prétention et qui œuvrent pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et pour moi, c'est hyper positif. Ça montre qu'on est en train de comprendre qu'on n'est pas simplement des individus et, et la somme de nos individualités peuvent se battre, enfin, ou en tout cas construire, et être des gardiens du vivant, comme nous le dirait Louis Fouché. J'aimerais Mhm. revenir avec toi un peu sur la censure. Est-ce que donc tu as subi de la censure? Tu nous disais tout à l'heure ton attachement à la liberté d'expression. Tu as d'ailleurs fait des vidéos, même peut-être plusieurs dessus. Ouais. Est-ce que tu as subi personnellement de la censure sur un réseau ou un autre? Et si oui, comment tu l'as vécu et comment tu l'interprètes aussi cette censure-là? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de plutôt inquiétant ou plutôt de rassurant? Enfin, c'est peut-être non binaire aussi. Alors, moi, personnellement, j'ai subi la censure que sur une seule vidéo, celle où je parlais des masques sur les enfants. C'est la seule. Ah, c'est intéressant. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu d'autres, hein, parce que je j'ai pas mâché non plus mes mots, dans les vidéos. J'ai parlé de dictature, de démocratie, j'ai parlé de plein de sujets un petit peu délicats où j'expose quand même, hein. Et et heu et non, pour l'instant, ça s'est bien passé, mais je me sens solidaire aussi de tous ceux qui sont autour de moi et des chaînes qui ont sauté, hein. Après bon, moi je suis pas non plus immunisé contre ça, hein, mais mais c'est insupportable, c'est insupportable. En fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est que la démarche est honnête. On parle juste d'une façon de penser. On évoque un courant de pensée qui va différer de celui des gens qui gouvernent aujourd'hui et ça gêne et de tout temps et pour une démocratie, se vive sainement, il faut qu'il y ait des oppositions, plusieurs courants de pensée qui s'affrontent, même s'ils sont complètement opposés, c'est pas grave. Après derrière, si vraiment les urnes faisaient leur boulot, même si je ne suis pas pour ce système de vote, parce que moi je suis comment dire? J'aime beaucoup la pensée d'Étienne Chouard, qui dit que le jour où nous voterons des lois au lieu d'élire des représentants, on aura fait un grand pas Mhm. et ça pour moi, enfin, ça on f c'est il fait partie des personnes qui ont été les plus salies, de la dernière décennie, mais son travail pour moi, il est remarquable, quoi. Je comprends même C'est pas d'ailleurs qu'on pour ça qu'il a été autant sali, c'est parce qu'il est tellement remarquable et il pointe tellement du doigt euh, la cause des causes selon lui et que je le partage en grande partie. C'est pour ça que je pense que la puissance de son idée est proportionnelle à la puissance des attaques qu'il subit. voilà, donc on a eu la chance de l'avoir, au dernier Réinfo Talk, Mmh. le numéro 2. J'espère que j'aurai l'occasion j'aimerais bien avoir l'occasion de discuter un peu plus, enfin, d'avoir plus le temps de d'évoquer nos différentes visions du monde et puis d'en parler dans un cercle un peu moins grand pour qu'il y ait une plus grande liberté de parole. Parce qu'en général, c'est vrai que ce qu'il apporte, c'est plutôt, c'est toujours intéressant, quoi. Mais bon, si je reviens à cette histoire de censure. Heu, un de mes deuxièmes combats, mais celui-ci, je le ferai de façon anonyme aussi. Il y aura des choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de mettre en place des solutions techniques, informatiques, Mmh. pour rendre nos censureurs, nos censeurs, inopérants et on a des très bonnes idées. On a des très bonnes idées. Heu, je travaille avec d'autres personnes qui sont aussi connues sur les réseaux, mais c'est pareil. Enfin, je vais pas dire ce qu'on fait. Ça reste pour l'instant un secret, mais il y a des choses qui vont arriver et je pense que ça va les embêter un peu plus parce que là, ils pourront plus nous bloquer, en fait Eh et ben, on en a vraiment besoin, parce que nous aussi sur le front médiatique, on a subi beaucoup de censure, de la censure douce ou plus directe. Et donc, ben, on est preneur de toutes les bonnes initiatives dans ce domaine-là. Vraiment, c'est important pour nous. Et d'ailleurs, tu nous parlais de Réinfotalk. Tu peux juste nous en dire quelques mots, juste comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans ce numéro 2, même dans le numéro 1, tu étais présent aussi. Donc, ouais. juste rapidement, pour faire aussi un coup de pub. Ils en ont pas besoin, mais pour nous raconter ben, comment tu t'es retrouvé là-bas. Alors déjà, oui, il y a eu, j'ai d'abord été invité sur le 1er Réinfo Live Mhm. donc tout ça, c'est Réinfo Covid, hein, derrière Mhm. et ensuite derrière, le format de la chaîne enfin, le format de l'émission a un peu changé pour arriver à ce qu'on appelle, enfin, l'émission Réinfo Talk et on en a fait 2.
Donc, j'ai été invité une première fois et chroniqueur les 2 premiers Info Talk. En fait, c'est, par l'intermédiaire de Terry de la chaîne, Un être humain, Mmh. heu, avec qui je m'entends super bien aussi. Enfin, c'est aussi un gars super, quoi. Et du coup, il m'a dit: «Ah, ça te dirait de venir et tout?» Et au début, je suis venu en tant qu'invité, puis après derrière, on m'a proposé si je voulais pas faire aussi des chroniques. Donc voilà. Donc après, on verra en fonction du temps comment je pourrais m'organiser. Parce que c'est pareil, faut articuler tout ça. Faut arriver à trouver du temps pour tout ça, quoi. Mais c'est beau tous ces liens qui se font à l'échelle, de la des je sais pas, des gardiens du vivant, on va dire, Mmh. pour être dans une démarche constructive. Il y a beaucoup de liens qui s'accélèrent vraiment ces derniers mois et c'est d'ailleurs un des objectifs de ces émissions aussi, hein. Tu es le 14e soldat numérique à être accueilli et soldat numérique, c'est un mot générique, hein. Pour moi, c'est des citoyens acteurs de la cité, c'est des êtres humains qui ont envie de faire évoluer les choses, qui ont envie de plus de démocratie, de respecter le vivant, etc., etc. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, des freins dans la création de cette chaîne pour permettre potentiellement à d'autres qui ont envie de se lancer? C'est aussi un des objectifs d'inspirer et encourager les frères et les sœurs qui nous écoutent à devenir aussi des citoyens acteurs de leur information et qui puissent assumer une parole au-delà de montrer leur visage. Pour moi, c'est hyper important de laisser s'exprimer l'expression populaire, entendre le peuple s'exprimer et non pas ces idiotocrates, ces experts en permanent qu'on entend depuis plusieurs décennies qui sont toujours les mêmes, qui à 70 ans sont encore sur les plateaux télé. Donc, est-ce que tu as des difficultés, des freins à nous partager pour éviter que d'autres fassent les mêmes erreurs? Pas spécialement. Après, on va avoir plus ou moins de facilité en fonction de ce qu'on sait faire pour Mmh. aborder ce genre de choses. Bah, moi, je suis arrivé sur cette chaîne YouTube, j'avais une autre chaîne YouTube, bon, je vais pas dire le nom parce que sinon je donne mon nom et mon nom de famille et mon prénom, de musique, parce que je fais du clavier depuis très longtemps et depuis que je joue plus en groupe, que j'ai plus le temps, bah, je compose des morceaux et puis je les mets sur ma chaîne de temps en temps, quoi. Et donc du coup, bah, j'avais l'habitude déjà de faire des petits montages vidéo et mais bon, gentil, quoi. Et derrière ça, bah, le fait d'être musicien, d'avoir déjà enregistré des albums, d'avoir déjà manipulé des logiciels audio, j'ai un peu l'habitude de tout ça, mais c'est pas non plus insurmontable. Je veux dire même les moi je travaille sur un environnement Linux, donc Mmh. là j'ai réutilisé des logiciels, en open source, donc s'il y en a qui veulent se lancer là-dessus, c'est tout bête, hein. Déjà le système est gratuit. Derrière, je vais utiliser un logiciel pour travailler le son qui s'appelle Ardour. Ardour, Comment tu A-R-D-O l'écris? A-R-D-O-U-R, A-R-D-O-U-R. D-O-U-R. Ça m'intéresse, merci, je ne le connaissais Donc pas. ça, c'est un super soft, professionnel de multipiste audio, en fait. Hem, Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut faire de l'automation sur les volumes, hein. Donc Ça veut dire pour quoi? de l'automation, en fait, ça veut dire que je peux préprogrammer les montées, enfin, les baisses et les montées de volume, dans des moments où il y a du souffle, des choses comme ça. Et ensuite, quand je lis la piste et bah, le volume va baisser, monter, enfin, je vais pouvoir masquer, certaines imperfections de mon enregistrement. En fait, j'ai l'habitude de quand je fais mes vidéos, pour avoir de la présence, de parler très près du micro, comme Mmh. ça. Ça donne un autre son, une voix un peu plus chaude, un peu plus présente. Du coup, bah, je vais prendre aussi beaucoup plus mes souffles, mes respirations et donc du Clairement. coup, derrière, je vais retravailler ça pour les faire disparaître et ensuite derrière, je vais mettre une bande son et ça va donner un petit peu ce côté voix off, mais ça, enfin, ça demande un petit peu de travail pour le produire. Après, c'est pas une obligation. Celui qui veut faire des vidéos, simples, il peut y aller comme ça, même, à la limite from scratch. Après, il y a des logiciels, qui permettent de comment dire? De faire un petit peu comme, ce qu'on voit sur les chaînes d'Alexis Cossette ou d'autres, de voir des comment dire? Des bouts d'articles qu'on va mettre, sur l'image, des choses comme ça. Comme là, il y a l'application OBS qui est Mmh. aussi gratuite. Donc, ça permet de faire du live en direct ou soit d'enregistrer. Celui qui est un petit peu plus frileux et qui a qui a pas trop l'habitude, vaut mieux qu'il enregistre une vidéo et ensuite qu'il la pousse sur, les plateformes, de son souhait. Mais du coup, c'est chouette parce qu'il va pouvoir préparer ses pages web, ses documents, ses images et ensuite il pourra les faire passer sur l'image et puis revenir à lui s'il veut se mettre en face cam, hein. Et enfin, il y a plein d'outils comme ça qui sont super chouettes et qui D'ailleurs, sont assez.
OBS, n'ayez pas peur, vraiment, c'est un outil super intuitif. Moi, je l'utilise depuis quelques mois Ouais. et à la fois, il y a des tutos très bien faits sur Internet en vidéo, hein, mais donc les tutos sont disponibles, mais même, c'est vraiment un logiciel super accessible et très puissant. Vraiment, il a un bel, enfin, il y a beaucoup d'outils possibles à l'intérieur. Ouais, non, c'est chouette. Mais c'est voilà, ça veut dire que derrière, enfin, pour quelqu'un qui vraiment a envie de après, ben, moi, ce que je fais, c'est un petit peu de l'analyse, donc c'est-à-dire que je vais écrire, toutes mes vidéos à l'avance. Enfin, je vais réfléchir et écrire tout ce que je dis. D'autres peuvent avoir, quelque chose de beaucoup plus simple et spontané, comme, celui qui veut commenter, par exemple, de l'actualité. C'est super facile de se préparer une petite fenêtre internet avec, une dizaine d'onglets, des articles sur lesquels il veut parler et puis après derrière, c'est très simple de lancer une vidéo et puis voire même s'il le souhaite d'interagir avec, faire du live, d'interagir avec les gens, dans les commentaires, faire apparaître les commentaires à l'écran. On peut faire tellement de choses, enfin Mm. c'est des beaux outils quoi et ça permet tout de suite de donner vie assez simplement. Après il y a plusieurs façons de s'adresser aux gens, il n'y en a pas qu'une seule. Mais Mm. celui qui a envie de se lancer, on n'est jamais trop nombreux quoi, faut pas avoir peur d'y aller quoi et heu et puis comme on dit à chaque fois si on voit que les contenus sont faits avec, enfin, c'est pareil, on n'ira pas, mettre en avant des chaînes si le travail est pas là derrière, s'il y a pas vraiment une recherche ou une valeur ajoutée dans ce qui est produit. Mais si quelqu'un le fait avec ses tripes et fait quelque chose de chouette, il nous contacte, on le mettra en avant tout de suite, il y a aucun souci, quoi. Si on peut faire gagner un peu de visibilité, on n'hésitera pas une seconde. Ça aussi, c'est très beau, hein, de voir comment entre citoyens actifs sur la toile, dans le monde médiatique, on va dire, des médias indépendants, pour faire court, il y a vraiment une solidarité incroyable, hein, et tu le dis encore, et c'est un appel aussi qu'on rappelle enfin, c'est un appel qu'on lance à la communauté qui nous écoute, qu'ils soient en live ou en podcast. Vraiment, si vous vous lancez, comme le dit très bien Daniel, nous aussi, le Front Médiatique, on sera là. Et d'ailleurs, tous les soldats se sont solidarisés. Nous aussi, on a eu la chance d'avoir des gros coups de pouce de fils de pangolin, des décodeurs et d'autres, hein, pour citer que la Croix du Sud, Jeanne, enfin on a eu plein de soutien. Donc vraiment c'est très très beau. Et juste pour le montage vidéo, tu utilises Caden Live? Cadern Live, ouais. Ouais, ok, ben moi aussi Donc c'est ouais, pareil. Et voilà, donc entre Ardour que je connaissais pas, Caden Live et OBS, c'est déjà une belle suite. une belle brochette, ouais. Et après en graphisme, j'imagine Inkscape. Moi, je suis plus sur du GIMP, après Ok. je maîtrisais bien Photoshop, mais bon, voilà, sur Linux, je l'ai plus. Donc j'ai dû m'adapter. Mais bon, ça se fait bien, quoi. Après, derrière, j'ai pas non plus des exigences de dingue sur ce que je fais sur, mes visuels, hein. Mais du Mm. coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de trouver comment dire? Vu que j'essaie de mettre une bande son sur les vidéos que je fais déjà une recherche, j'essaie de trouver la bande son qui va me plaire. Ensuite, je vais aller sur Ardour, je vais poser cette bande son et là, pareil, je vais faire de l'automation. C'est quoi de l'automation? C'est, des comment dire? De jouer sur les volumes, hein, parce qu'en fait, déjà, faut pas que le volume soit trop élevé, sinon ça va gêner la voix. Mais en plus, la plupart des morceaux, déjà, je vais prendre des morceaux où ça chante pas parce que sinon c'est pas possible. Donc ça va être de la BO ou des choses comme ça. Mais après derrière, je vais faire enfin, une des particularités de ces bandes son là, c'est la dynamique. Donc du coup, on va avoir des montées progressives de volume et il y a quand même des gros deltas entre les moments les plus faibles et les moments les plus forts. Donc il faut compenser ça. Il faut faire en sorte que le niveau sonore soit quand même assez, homogène Mm. pour que, la voix soit toujours, ce qui est mis en avant et donc du coup, ensuite derrière, c'est sur le même logiciel Ardour que je vais enregistrer ma voix et le tempo de la musique va aussi, cadencer ce que je vais dire. C'est-à-dire que je vais essayer de poser ma voix, enfin, c'est peut-être le background de musicien, mais je vais être influencé par la musique pour poser ma voix. Tu te la mets au casque alors? Ah oui, je fais tout au casque et surtout je cherche à avoir, une synchronisation entre la voix et la musique, en fait Eh et bien, du chapeau. et puis après derrière, bah, après j'arrive sur KD en live et c'est là où je mets les images, et que je rajoute un peu quelques visuels pour rendre le truc, plus sympa.
Mais voilà, c'est accessible, hein, sans formation du visuel. Après, tu es quand même informaticien et d'ailleurs, je rassure la communauté. Moi, je suis pas du tout informaticien. J'ai une formation dans le monde de la construction, du bâtiment. Et malgré ça, en fait, tu parlais d'Ubuntu tout à l'heure, Daniel. Ubuntu, c'est donc un système d'exploitation, hein, c'est une alternative à Ouais. Windows ou à iOS, je crois, sur Apple. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Les OS X. OS X, voilà, chez Apple. Et donc vraiment, j'ai mis longtemps à être convaincu par l'informaticien bénévole de l'association, mais au bout de 5 ans à me travailler au corps, ben, il a réussi à me convaincre. Et en fait, Ubuntu, c'est fantastique. Pas de virus, une machine qui tourne plus vite, des logiciels gratuits. Quasiment tout qui est disponible aujourd'hui, hein. Peut-être sur certains domaines ultra spécialisés, les logiciels sont un peu moins performants, mais concrètement aujourd'hui avec du gratuit, on peut aller, enfin du logiciel libre, on peut aller très loin. Et d'ailleurs, sachez que par exemple la plupart des serveurs dans le monde, hein, fonctionnent sur enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais des machines qui fonctionnent Sur Linux. Plus de sur Linux, quoi. 95% des Voilà. machines sur plus de 95% de l'Internet est sur des serveurs Linux. Et Linux, c'est le même noyau qu'on va retrouver dans tous les systèmes d'exploitation Linux tels qu'Ubuntu. En Et fait, d'ailleurs, vas-y, je t'en ouais, prie, je t'en prie. Vas-y, je t'en j'allais prie. juste te dire, en fait, quand on regarde le monde Linux, il y a deux distributions majeures qui sont Debian et Red Hat. Et ensuite, il y a on va dire des distributions filles. Donc, par exemple, Ubuntu est une distribution fille de Debian. Et il y a très peu de choses qui changent entre ces deux mondes. Ça reste assez proche pour celui qui sait vraiment travailler sur l'un ne sera pas trop perdu sur l'autre. On aura les mêmes environnements graphiques. Enfin, il existe. Et puis après, derrière, au-delà du côté technique, il y a la recherche, l'importance du libre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ça aussi, c'est un autre combat. Mmh. Comment dire, tout le monde devrait avoir accès aux outils informatiques, aux outils qui permettent du coup d'avoir accès à l'information, parce que c'est ça en fait les outils informatiques. Et les outils qui sont comment dire, propriétaires n'ont pas cet ADN-là en fait. Même s'ils permettent de s'ouvrir au reste du monde, on n'est plus sur l'ADN du libre. Ça veut dire que les règles sont fixées par des sociétés privées, alors que pour ceux qui ne savent pas comment est fait Linux, c'est la contribution d'énormément de développeurs qui sont mis en relation sur le net. Après, il y a plusieurs comment dire, groupements de personnes qui vont travailler sur des projets différents. Mais après, le but, c'est de fournir un logiciel avec les sources libres. Donc derrière, n'importe qui peut faire un fork, c'est-à-dire on va reprendre le projet et en parallèle faire une évolution différente si l'orientation initiale ne plaît pas. Mais voilà. Mais le truc qui est vraiment le plus important, c'est que tout ça est accessible à tous. C'est du bien commun. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir. Et j'ai toujours défendu cet aspect-là sans me rendre compte vraiment de son importance. Et si je devais faire un parallèle, aujourd'hui, par exemple, certaines plateformes vidéo, les plus connues, je ne vais pas citer de nom, mais tout le monde m'a compris, ne sont comment dire, des projets propriétaires. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas ni la loi, ni quelque chose, enfin, en dehors de la loi, ces gens peuvent couper la parole, censurer des gens, en fait. Vous rendre inexistant et là, on touche aussi le problème du libre, de la liberté, en fait, quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a des projets à côté de plateformes, on va dire en peer to peer ou d'autres choses comme ça. Enfin, il y a plein d'autres projets à côté pour justement sortir de ce côté propriétaire et qui donne la possibilité à certains puissants de censurer et d'orienter les contenus, en fait. Et ça devrait pas exister. Alors, au même titre qu'on doit tous accéder aux outils, on doit aussi, avoir la capacité de tous s'exprimer tel qu'on le souhaite avec ces outils-là. Même bon, sans aller contre la loi, bien sûr. Enfin, il y a des choses, c'est normal que certaines choses soient bridées. Enfin, on ne doit pas avoir des appels à la haine ou des choses comme ça. Mais au-delà de ça, heu, enfin, c'est un sujet qui est crucial, en fait. Et notre avenir en dépend, quelque part.
Et d'ailleurs, en termes de plateforme vidéo, sachez que le Front Médiatique est présent sur PeerTube. Et PeerTube, c'est aussi issu du monde du libre, hein. C'est des vidéos qui sont hébergées sur nos propres serveurs, avec des instances installées et qui permettent de court-circuiter aussi la censure de ces GAFAM dont tu parles et qui portent atteinte à la liberté d'expression de manière contraire au droit français. C'est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, ces grandes plateformes, ces grands réseaux sociaux ne respectent pas la loi française de la liberté d'expression et ils ferment nos chaînes. Nous, on a eu 3 chaînes fermées au mois de décembre et c'est tout simplement illégal, mais on ne peut pas les attaquer, ou si on les attaque, il faut des sommes colossales parce que c'est des monstres, hein, c'est Google, hein, en l'occurrence pour la plateforme vidéo qui est propriétaire du monstre. Et donc voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire un lien? Enfin, moi, je fais un lien. Est-ce que ça te paraît pertinent, Daniel? Parce qu'aujourd'hui, souvent qu'on parle de démocratie, il y a beaucoup de gens qui nous disent que l'homme est un loup pour l'homme, que l'être humain s'est toujours mis sur la gueule, qu'on est juste des guerriers à vouloir tuer notre voisin. Pourtant, le logiciel libre, moi je trouve qu'il montre l'inverse, parce que le logiciel libre, de ce que j'en connais, tu connais ça mieux que moi vu que tu es dans le monde de l'informatique, c'est des êtres humains qui collaborent de manière désintéressée et qui se connaissent pas forcément, qui des fois sont issus de nationalités différentes et qui œuvrent ensemble pour un but commun et construire un bien commun, qui sont un logiciel, qui sont un système d'exploitation, qui sont je sais pas quels outils pour pouvoir gérer des serveurs ou des réseaux. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de faire ce parallèle entre le fait que l'être humain n'est pas simplement motivé par l'appât du gain ou par son intérêt personnel, parce que le monde du libre a montré que des dizaines de milliers d'êtres humains ont collaboré ensemble pour créer des milliers d'outils qui existent aujourd'hui dans le monde du libre. Je crois que dans tous les cas, il y a toujours, de manière sous-jacente, un modèle économique qui se cache derrière. Mais, heu, mais on peut avoir après bon, on peut faire déjà du propriétaire avec du libre, ça c'est pas un problème, hein, et c'est souvent le cas, hein, dans des projets. Il y a beaucoup de projets web, propriétaires qui sont basés sur des langages informatiques dits libres, tels que le PHP, parmi les plus connus. Heu, à côté de ça, des fois le modèle économique, ça va être le service, en fait. Il y a beaucoup de grandes compagnies qui produisent du logiciel, libre, qui vont vendre en fait, du service à côté, et donc du coup, ils vont aider, heu, ils vont aider les sociétés qui veulent utiliser leurs services à les installer, à les maintenir, et cetera, et voilà quoi. Par exemple, c'est le cas de Red Hat. Red Hat va fournir son système d'exploitation de façon gratuite, enfin, c'est pas payant. Après derrière, ils proposent toute une prestation de service pour ceux qui veulent, travailler avec eux, et donc voilà. Bon après il y a plein de modèles économiques derrière, mais il y a tellement de façons de toute façon, il faut bien que les gens mangent d'une manière ou d'une autre. Après il va y avoir des contributeurs qui vont participer à plein de projets de façon, hyper altruiste, hein, on peut avoir, je sais pas moi, prenons un exemple, n'importe quel logiciel va avoir besoin d'informaticiens, de développeurs, va avoir besoin de traducteurs, va avoir besoin de gens spécialistes en interface homme-machine pour que ça soit ergonomique. Donc il y a plein de pôles de compétences, et rien que les traducteurs, par exemple, des fois, c'est du pur bénévolat, quoi. C'est des gens qui vont se proposer, qui vont rentrer dans la chaîne de production et qui vont traduire, tous les textes à traduire pour qu'une application soit utilisable dans leur langue natale, par exemple. C'est et c'est comme ça que beaucoup de choses évoluent. Enfin, ça, je trouve ça chouette, en fait. Mais aujourd'hui, enfin, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il y a pas si longtemps que ça, il y avait, je sais plus, 4 fois plus de lignes de code produites sur Linux que sur des gros modèles propriétaires de Microsoft ou autres, et ce qui est vachement bien aussi, c'est que par exemple, si je parle de Linux et je parle pas de tout l'écosystème des applicatifs, heu, il y a aucune, comment dire? Il y a aucun problème à il y a pas ce problème du temps, en fait. Il y a pas un service de marketing qui va dire: «Tiens, le nouveau Windows, il va sortir à telle date, prêt ou pas prêt, je m'en fous. De toute façon, on fera des fixes, c'est comme ça et puis c'est tout». Non, non, sur Linux, ça sort quand c'est prêt. Il y a Et en fonction des distributions, il va y avoir des variantes où, on va se permettre, dans certains cas, d'avoir des évolutions plus fraîches, et dans d'autres, on va attendre, par exemple Debian, on va attendre comment dire? Ce qu'on appelle un package, donc un bout de logiciel, on va attendre qu'il y ait 6 mois, je crois que c'est un truc comme ça, sans aucun retour.
négatif sur ce bout de code-là, avant qu'on le mette en production en tant que version stable. Donc, Mmh. des fois, ça prend un petit peu de temps, mais du coup, on a des serveurs qui peuvent rester des fois 3-4 ans sans redémarrer et qui marchent parfaitement. C'est juste pour dire que c'est pas possible ailleurs ça. Mmh. Et d'ailleurs, pour finir cette petite partie sur le logiciel libre, il y a Battu qui rappelle très justement sur YouTube qu'il y a aussi Linux Lite, donc ça s'appelle aussi, enfin voilà, Linux Lite ou l'Ubuntu. Pour Ubuntu, c'est L Ubuntu, c'est une version light et qui permet de faire tourner des vieux ordinateurs qui Oui. ont 5 ou 10 ans avec des systèmes relativement stables, enfin relativement stables, relativement rapides. Donc voilà, même si vous avez des vieilles machines à la maison, sachez que vous allez augmenter les performances et la rapidité de vos machines en passant aussi sur des versions allégées comme l'Ubuntu ou d'autres hein, sur Linux aussi, C'est Linux Lite. voilà, c'est la fin de l'obsolescence programmée, en fait. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de choses où, les systèmes sont de plus en plus exigeants et puis du coup, bah, on est obligé de changer de machine alors que la machine fonctionne très bien, ce qui est Mm. complètement idiot. Je sais pas, mais par exemple, il y a une personne qui m'a emmené une fois un PC, mais c'était vraiment, c'était pas un foudre de guerre, hein. J'ai essayé d'installer Ubuntu dessus, le truc, il a failli vomir. L'ordinateur, il arrivait pas à gérer et bah, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir 5-6 environnements graphiques, différents et là, j'ai installé un autre environnement qui s'appelle XFCE, je crois que c'est ça Mm. et qui consomme à peu près, 4 fois moins de mémoire vive et donc du coup, le truc, s'est mis à respirer et marchait très bien, quoi. Donc voilà, il y a des possibilités et du coup, on peut rendre, vivant des vieilles machines et souvent, la plupart des gens, bah, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'aller sur internet, faire un peu de traitement de texte, imprimer 2-3 documents et ça s'arrête là. C'est Mm. la majorité des utilisations d'un ordinateur. Donc c'est dommage de mettre une machine à la poubelle qui pourrait encore marcher. Bref, c'est de l'info là, on parle d'informatique, on sort un peu de Ouais, non, mais c'était quand même intéressant parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est un univers entier. C'est lié à ton domaine, à ton activité professionnelle. Tu réalises des vidéos aussi avec du logiciel libre, donc c'était intéressant de faire un petit point là-dessus. Et d'ailleurs, on arrive à la dernière partie de notre échange. Donc, je rappelle à la communauté qui est présente hein, sur les différents réseaux que vous pouvez poser des questions aussi à Daniel, donc qui est présent ce soir pour parler au nom de la chaîne, enfin, pour présenter cette chaîne qu'il anime depuis un peu moins de 6 mois, This is Sparta. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Marin. Essaiera de me faire remonter ça dans le chat privé. Donc, on vous laisse aussi un peu la main. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai envie de te faire réagir, Daniel, sur une vidéo qui m'a touché aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui traitent de ce sujet-là. C'est autour de la liberté. Il y en a une que tu as sortie il y a un peu plus d'un mois hein, sur la liberté individuelle. Et souvent, en fait, j'entends des gens autour de moi, quand je leur parle de liberté, du fichage, de la récupération des données en ligne, d'atteinte aux libertés en termes de, je sais pas, qui pourrait aller jusqu'à de la reconnaissance faciale, etc. J'entends beaucoup de gens qui disent non, mais moi, j'ai rien à me reprocher, je fais rien d'illégal. Peu importe en fait qu'ils savent ces données-là sur moi, si c'est pour permettre d'arrêter des terroristes ou des violeurs, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là qui n'ont pas forcément une vision suffisamment, je sais pas, globale ou originale sur les enjeux de la liberté individuelle et de la protection des données aussi? moi, je leur dirais d'être ultra méfiants, mais vraiment très, très méfiants. Déjà, partir du principe que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, ça ne disparaît jamais. Donc ça déjà, enfin, on laisse des traces. Enfin, tout ce qu'on écrit à un moment donné, ça peut être retourné le lendemain contre nous. Donc faut faire hyper gaffe à ça. Après, il faut être aussi prêt à assumer tout ce qu'on a dit. Moi moi, je pars du principe que tout ce que j'ai dit, bah, je suis prêt à en payer le prix. Je pars de ce principe-là, mais je le fais de façon lucide, je le fais pas de façon naïve. Heu et bon, après, j'espère que le prix sera pas lourd, hein. Mais pour tous ceux qui se disent qu'ils ne risquent rien ou que de toute façon ils ne font rien de mal, que tout ce qu'ils font ils ont rien à se reprocher, heu, il faut savoir qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, en fait et heu et tu parlais tout à l'heure justement de oui, est-ce que les humains ont changé? Est-ce qu'ils sont devenus civilisés? Faut pas être naïf. De tout temps, depuis que l'humanité existe, il y a eu une majorité de gens bien et il faut pas croire, il y a eu des gens qui n'étaient pas du tout, comment dire?
qui ne souhaitaient pas le bien d'autrui. Il y a des gens qui étaient vraiment néfastes, des parasites de la société et souvent, pareil, il y a pas pire au pouvoir que les gens qui le souhaitent, en fait et on peut vite, se retrouver face à des gens avec des idéologies qui sont contraires aux nôtres et même si on n'a rien à se reprocher, on peut être catégorisé. Parce qu'il suffit de dire que voilà, moi je donne un exemple, hein, je parle pas de Hmm. moi, hein, Je t'en mais prie. oui, je suis de gauche, je veux que l'éducation machin, que l'hôpital nin nin nin. Bah, soit, mais demain, qui dit que les gens qui pensent comme ça seront pas des ennemis de la nation? Ça dépend qui tient le micro à ce moment-là. S'il y a de la propagande comme il y a aujourd'hui et que ça va encore un cran plus loin et que enfin, juste pour dire que c'est très facile de polariser le monde et de vous mettre du mauvais côté. Et même tous ceux qui aujourd'hui se sentent rassurés parce qu'ils croient dans la doctrine sanitaire, actuelle ou, qui se reconnaissent en elle, que c'est bien de porter le masque, qu'il faut faire attention à ses grands-parents, tout ça, enfin, toutes ces choses qu'on nous vend en ce moment, qu'on y croit, on n'y croit pas, mais ceux qui y croient et qui se sentent à l'aise avec la doctrine actuelle, beh, demain cette doctrine, elle peut se retourner aussi contre vous. Demain, on pourra dire: «Ah vous étiez des collabos, machin». Et donc du coup, aujourd'hui, vous êtes, dans la lumière et demain, vous pouvez vous retrouver dans l'ombre. Donc hyper méfiance par rapport à ça. Faut arrêter de croire que, heu, qu'une situation qui va dans votre sens à un moment donné, sera tout le temps dans cette orientation-là, en fait. Hem, il y a comment dire? Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir aussi que je tenais à aborder. Mais je t'en prie. Je me définis souvent comme quelqu'un d'apartisan. Mhm. Je crois pas au parti, en fait. Je D'ailleurs, est-ce que tu peux préciser, juste avant de développer cette idée, la différence entre apartisan et apolitique? Parce que souvent, l'amalgame est fait. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Apolitique, c'est quelqu'un qui se dit, alors c'est marrant parce que la plupart des gens qui se disent apolitiques le disent en faisant de la politique. C'est pour ça que Mais je te demande de préciser l'idée, quoi. partisan, ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'allier à un parti, en fait. On n'a pas envie de dire qu'on est de tel ou de tel parti. On n'a pas de parti, voilà. Beaucoup vont dire: «Oui, mais il faut faire partie d'un groupe pour pouvoir faire peser sa voix». Mais oui, mais non. Enfin, moi, je suis désolé, mais je me vois pas je suis en incapacité de me dire: «Je fais partie de tel ou tel groupe». Déjà, parce qu'il y a une hypocrisie latente, des partis, parce que les partis disent défendre des valeurs. Je suis désolé, mais même les partis de gauche, les partis de gauche qui disent défendre, des valeurs de gauche, défendent pas des valeurs de gauche. Quand j'en vois certains qui défendent du transhumanisme, c'est pas des valeurs de gauche. Enfin, il y a et puis voilà, et puis on peut pas faire, encore une fois, moi, quand je dis: «Je suis un partisan», déjà, je suis contre le principe des programmes. Je pense que chaque idée, chaque décision devrait, pouvoir amener une réflexion propre et on peut être d'accord avec une idée poussée par la droite, une autre poussée par la gauche et cetera. Donc à partir du moment où on me propose un programme, ça veut dire qu'on me propose un panel et soit j'accepte le tout, soit j'accepte rien. Ça déjà, c'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même en capacité technique, hein, j'entends, de réfléchir à un système où on peut donner notre avis sur les différentes décisions. Par exemple, je peux avoir un avis sur, heu, le port du masque, par les gamins à l'école et qui ira pas forcément dans le sens, des gens dits de gauche ou de droite ou peu importe. Mais mais pour revenir à ça, voilà, c'est ce côté package, c'est pas possible et c'est pareil, à côté de ça, par contre, je peux dire: «Oui, moi, je suis pour qu'on ait, une école où vraiment on apprend quelque chose aux enfants, Mhm. hein, une école qui les construit, sans les influencer». Parce que même pareil, l'école, ça part un peu en vrille, hein, moi, je vois mon gamin qui arrive de CM2 et qui me dit: «Ah papa, on a vu tous les dangers d'internet, ils nous ont parlé de ça, 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 puis la pornographie». Je fais: «Chouette». On va avoir à discuter d'un problème qu'il avait pas en tête du tout, quoi. Non mais Quel âge t'as j'ai rien dit? 10 ans, en CM2 et ne serait-ce que mon gamin, tu lui files un clavier, il va sur Google, il tape direct le mot, quoi. Bien sûr, mais c'est évident. Mais voilà, donc en fait, le truc, c'est qu'on leur met des choses dans la tête, des questions qu'ils n'ont pas encore, en fait. C'est dégueulasse. Laissons-leur le temps de venir vers nous avec ces questions et peut-être qu'ils seraient venus vers moi en sixième ou en cinquième. Mais là, j'ai perdu 2 ans, là. 2 ans d'innocence. C'est triste, tu Ouais, vois? ça fait froid dans le dos.
Et il y a plein de trucs comme ça. Et puis quand tu discutes avec des instits, ils vont dire bah oui, mais c'est le programme. Et moi, j'en veux pas aux instits, c'est pas de leur faute. Mais il y a quand même un gros souci. Bon, après, pour revenir à ces histoires de partis, parce que là, je m'écarte un peu, euh, je suis pour qu'on ait un système de santé qui fonctionne, qui soit égalitaire, que tout le monde y ait accès. Je suis pour comment dire, que l'école fonctionne, que les enfants ont aient les mêmes chances de réussir, en fait, quel que soit leur milieu social initial. Et à côté de ça, je suis aussi pour que le mec qui veut monter sa boîte et qui a la volonté de faire quelque chose de sympa, il puisse le faire sans se faire démonter par tous les impôts qu'il va avoir à payer. Ils se font enfin, tu te fais laminer aujourd'hui si tu veux monter une boîte. C'est hyper compliqué en fait en France. Ça aussi, c'est discriminant parce que ça veut dire que celui qui n'a pas la mise de départ pour arriver et être en capacité de se lancer, il ne pourra pas se lancer, il n'y arrivera pas en fait, pour la majorité des cas. Hormis quelques exceptions qui vraiment vont trouver soit une super idée, soit vont se démener comme des malades et y arriver. Il y en a beaucoup qui se ramassent juste parce que le système ne les aide pas à le faire. Et c'est dommage. On devrait pouvoir mettre en place des choses, enfin monter des business assez facilement. Et c'est même pas que des business. Des fois, ça va être des choses qui vont être utiles à l'entourage local. Enfin, c'est un peu triste, quoi. Donc du coup, les mêmes gens qui veulent qu'on ait, enfin, tu vois, par exemple, la droite va dire ouais, il y a trop de prestations sociales et tout, ça coûte trop cher. Mm. Mais bon, ils sont bien contents d'envoyer un gamin à l'école et puis avoir un système de santé. Et de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, mais il faut plus d'impôts pour le faire. Et puis du coup, il faut les prendre à lui. Et on va laisser crever les gens qui pourraient créer de la richesse. Et il y a une espèce de dissonance cognitive. Et, et je trouve qu'il y a du bon dans les deux côtés. Et enfin, je trouve que c'est hyper polarisant et du coup, c'est pas du tout intelligent. Enfin, c'est Mm. mon point de vue, hein. Mais on devrait pouvoir discuter des idées et pas des programmes. Mm. Et d'ailleurs, j'encourage à lire la philosophe Simone Veil, qui a écrit un magnifique pamphlet de 4-5 pages sur la critique des partis politiques, et qui est pour moi un petit bijou. Et pourtant, c'était en 1930, hein, donc elle était assez visionnaire. On a une petite question qui est en lien avec la question que je t'avais posée juste avant en termes des libertés des données individuelles. Une question d'une internaute qu'on va prendre. Je remercie Marin d'ailleurs qui est là à la technique avec nous, qui va avoir la gentillesse de nous afficher. Donc c'est une question de Vanessa. Qui dit que penses-tu, enfin, à te vous voir, hein, que pensez-vous du mouchard Stop Covid imposé sur les smartphones avec une mise à jour de Google? Est-ce que tu comprends la question? Moi, j'ai pas envie d'avoir une application Stop Covid installée sur mon téléphone. Jamais. Déjà, Criminel. non mais déjà, j'ai pas envie d'être. Même si je sais que mon téléphone c'est un superbe outil pour me traquer, mais j'ai pas envie d'en rajouter quoi. Et j'ai même pas envie de me poser la question en fait. Le l'application Stop Covid, les cas contacts, enfin toutes ces choses-là, moi je trouve qu'on prend le problème à l'envers. On est en train d'essayer de chercher à établir des réseaux de gens qui se sont rencontrés. En fait, c'est ce que font les humains dans la vie de tous les jours, quoi. Il y a que ça. Et on se pose pas les bonnes questions. Moi, les bonnes questions, c'est pas pourquoi on va tester tout le monde et on va établir des réseaux de gens qui se sont vus et qui potentiellement ont pu se contaminer. La vraie question, moi, c'est pourquoi on les soigne pas, les gens qui sont malades. Moi, il n'y a pas d'autre question, en fait. Euh, tant que... Après, attention, quand je dis ça, je n'ai pas envie d'heurter les personnels soignants. Je sais que je sais qu'ils vivent pas quelque chose de simple. Après, je sais que beaucoup n'y croient pas. Mais après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas le temps de lire les études parce qu'ils passent toute leur journée à faire des consultations. Et pourtant, il y a des études sur des médicaments comme l'ivermectine qui fonctionnent super bien et laissent en fait en double aveugle avec un nombre de patients tel qu'on le demande. Il n'y a aucun problème. Mais non, ça n'arrive pas en France. En France, on ne veut pas faire de traitement précoce. Moi, enfin, des fois, je fais le parallèle avec une maison qui brûle. Moi, je préfère éteindre le feu quand il vient juste de démarrer que quand les fondations sont atteintes, quoi. C'est un peu le On même marche sur la problème. tête, c'est difficilement en fait ce que tu décris, hein, qui est factuel. Enfin, moi j'ai lu les mêmes faits que toi. On se pince pour se dire mais comment c'est possible que ce soit vrai en fait. Enfin, comment le monde médical ne soigne pas les malades qui ont besoin de ce monde médical quoi.
c'est dur à croire, malgré que ça fait 1 an qu'on le sait et qu'on a tous les éléments pour pouvoir être quasiment sûr à 100% que ce soit une certitude. Et oui, oui, mais il y a ça, et puis il y a ce que disent aussi, alors là je vais parler de ce que j'ai entendu, hein. Après, avec toutes les précautions, c'est pas mon domaine d'activité principale, mais ça me paraît à peu près logique. J'ai entendu des alertes sur la vaccination aussi qui dit comment dire, que on arrive sur déjà une nouvelle techno, c'est de la RNM, que les phases de test terminent en 2023. On veut nous imposer ça alors que les phases de test ne sont pas terminées. Donc là, c'est pareil, on est un peu pris pour des cobayes, mais en plus, on nous dit: «Ah, on va pas vous l'imposer, mais par contre, on va vous retirer des libertés si vous le faites pas». Mais c'est un espèce de chantage à la liberté. Moi, je vois un exemple, hein, mes parents qui me disent: «Ouais, on sait pas si on doit se faire vacciner parce que si on peut pas retourner, au Portugal». Mais c'est du chantage. Ils vont pas le faire parce qu'ils ont peur de la maladie ou par conviction. Ils vont le faire parce que sinon ils perdent des libertés. Bon, pour l'instant, ils l'ont pas fait, mais c'est hyper hypocrite comme, façon de procéder. C'est hypocrite. En plus, on monte les uns contre les autres. Enfin, on va nous interdire d'aller dans des restaurants, dans des lieux publics. On va aller jusqu'où comme ça? Enfin, c'est moi, je trouve ça dramatique, en fait, ce qui est en train d'arriver en ce moment. Alors, je sais pas s'ils vont être en capacité d'aller jusqu'au bout. Je suis en train de voir qu'il y a des doses qui arrivent pas à partir et que les gens sont de plus en plus lucides, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est de plus en plus attaqués. C'est peut-être parce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on dit. Mais, mais voilà quoi, enfin, ça aussi, enfin, le combat, il est pas terminé. On doit continuer à se battre. C'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Parce que là-dessus, il y a une quête politique avec une idéologie qui est pas du tout la nôtre pour beaucoup d'entre nous. On nous impose un monde qu'on veut pas, en fait. On veut pas de ce monde, et on est beaucoup à pas le vouloir, ce monde. Certains ne disent rien. Moi, je sais pas si je me plante, hein, je vais te donner des chiffres à la louche, mais quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ventre mou, c'est-à-dire de peut-être 90 de Français qui vont pas vouloir se prononcer parce qu'ils veulent pas s'exposer, qui veulent se Mm. protéger aussi. C'est une façon de faire, hein, et c'est tout à fait légitime, et d'un côté, on va avoir, peut-être 5 de gens qui vont être hyper actifs pour essayer de défendre mordicus, nos droits, et de l'autre côté, on va avoir, 5 de gens qui gratuitement vont essayer de se battre pour que tout ce qui est proposé prenne vie, en fait. Et bon, je donne des chiffres, c'est purement aléatoire, hein, mais Mm. mais c'est vraiment un ressenti que j'ai. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ça. Et d'ailleurs, face à ce que tu décris qui est très inquiétant et qui nécessite une action, une réaction populaire la plus rapide possible, et d'ailleurs, on fait partie de cette réaction aussi, tous les deux, vu qu'on s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça avec nos chaînes réciproques. Quel conseil tu pourrais donner aux gens aujourd'hui qui nous suivent ou les meilleures manières d'agir pour toi au vu du contexte actuel? Évidemment, il y a 1000 réponses, hein, mais selon ta sensibilité, ton regard sur le monde, euh, comment tu donnerais, enfin, quel conseil aux gens pour agir? Déjà, je dirais: «Soyez fidèles à vous-même». Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon message, je dis pas: «Te fais pas vacciner». Si vraiment tu crois que c'est ça qui est bon pour toi, fais-le. Enfin, je veux pas influencer les gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment peur et qui croient en ça. Bon, il y a des risques, mais il y a des risques de tous les côtés. Moi, personnellement, je crois pas que c'est la bonne voie, mais c'est mon ressenti. Donc je veux pas imposer mon ressenti. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on m'impose Mm. des choix et une vision du monde. Ça, je supporte pas. Mais par contre, si moi je le déteste, je vais pas l'imposer aux autres. Je n'ai pas envie de rentrer dans le biais que je dénonce, en fait. Donc, heu, donc voilà. Donc j'ai envie de dire aux gens: «Restez fidèles à vos convictions, mais ne faites pas les choses par peur ou pour comment dire? Pour ne pas subir un chantage». La plus belle chose que vous pouvez conserver, c'est votre liberté de choisir, en fait. Et moi, pour ma part, je suis prêt à perdre une partie de mes droits, de mes libertés, si c'est pour conserver cette seule et unique liberté qui est celle de faire mes propres choix et d'avancer tel que je l'ai décidé. Donc c'est un sacrifice, mais je le fais par conviction, et je pense que je me sentirais bien dans mes baskets, je me sens debout, en fait. Voilà.
Trop Donc beau. voilà. Mais merci Daniel. Et encore deux petites questions avant d'arriver à la fin de notre échange. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des œuvres culturelles, des œuvres littéraires, des documentaires qui t'ont profondément marqué, qui sont un peu incontournables pour toi, qui ont construit ta représentation du monde d'aujourd'hui et que tu pourrais conseiller aux internautes qui sont avec nous ce soir ou qui nous écouteront plus tard? Alors oui, oui. Alors déjà, bon, déjà une petite vidéo, on a parlé tout à l'heure de la création monétaire. Il y a une superbe Mhm. vidéo qui s'appelle «L'argent dette». Clairement. C'est à mon avis à voir. Ça permet de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Après, moi je suis pas un comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un grand littéraire. Je lis énormément, mais c'est très parcellaire, c'est des petits articles à droite à gauche, enfin, je lis beaucoup, mais je suis pas sur des œuvres, des livres, en fait et peut-être que dans une future partie de ma vie, si j'ai un peu plus de temps, je m'y mettrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Dans toutes ces choses, enfin, dans toutes ces réflexions que j'ai eues, ça m'a amené à me poser des questions. Tu parlais tout à l'heure de philosophie politique Mhm. et ça m'amène à me poser ces questions-là et donc du coup, ça me donne envie de creuser ces questions-là. Donc je serai pas le le meilleur pour vous conseiller des œuvres littéraires, mais enfin voilà, enfin moi je Mais déjà, mon l'argent approche. dette. L'argent dette, ouais et puis voilà. Après moi, c'est vrai que mon approche, elle est parcellaire. J'ai découvert des choses comme la pyramide de Maslow. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai vues mais pas des œuvres à proprement parler. J'ai pas lu de philosophes mais bon, je dis pas que ça sera pas fait un jour. Yes. Et je vais te proposer de nous faire un peu rêver pour la dernière question de notre échange, une question d'ouverture qu'on pose aussi à tous nos invités de la série Soldats numériques. Imagine-toi, on est en 2030, on est dans une société où la souveraineté populaire est effective, enfin est réelle, donc une société réellement démocratique, hein, c'est un euphémisme, mais voilà, démocratique, populaire, souveraineté. Donc on construit ensemble cette cité-là. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la réalité de cette société en 2030 avec cette souveraineté populaire qui permet d'exprimer et de mettre en œuvre une société à notre image? Ouais, bah, déjà, je pense qu'il faudrait un petit peu déconstruire de l'existant pour arriver à cette société-là. Mais là, c'est de la Heu, science-fiction que je te propose. C'est est-ce que ouais, ouais, dans la ouais, rue, bien il y a des sûr. voitures volantes ou est-ce que Non, non, ça a les pas de gens... pour moi, ça a pas d'importance. C'est un petit peu comme les voitures électriques où, on croit que c'est hyper écologique. En réalité, quand on s'intéresse un petit peu à la déconstruction de ces voitures, on se rend compte que c'est encore pire que les autres en bilan sur toute la vie d'une voiture. Mais bon, bref, pour revenir à ta question, je pense qu'il faut qu'on ramène bon, déjà les cercles de pouvoir, enfin, pour moi, il faudrait que ça soit un peu plus horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on n'a pas besoin de gourous. Enfin, il y a des gens qui croient à l'homme providentiel. Moi, c'est pas du tout mon délire. Je suis Moi, d'accord, ça veut dire. Chez je les pars du indignés. voilà, donc je pars plus du principe qu'on devrait avoir des cercles de réflexion sur le vivre ensemble dans des comment dire? Sur des situations, enfin, sur des géographiquement, plus proches, en fait. On devrait plus avoir une centralisation des pouvoirs dans une capitale qui va décider de comment on vit à Bordeaux ou à Marseille. Enfin, je pense que chaque secteur devrait, pouvoir poser ses réflexions sur comment on vit ensemble un peu plus, quoi. Même s'il y a des choses qui vont être communes parce qu'il y a pas 36 000 manières de vivre ensemble, mais au moins que les décisions de proximité soient prises par des gens de proximité et qu'on arrête, ce délire de de tout centraliser et de faire croire que, tout le monde vit comme, si on était parisien et j'ai rien contre les Parisiens, mais une décision prise par un Parisien sera meilleure qu'une décision prise par un Marseillais pour vivre à Paris, par exemple. Ça marche dans les 2 sens. Donc enfin ouais, déjà ça, ça serait une super belle chose et puis après derrière, on n'a pas besoin des énormes sociétés telles qu'on les a aujourd'hui, on devrait, moi j'ai pas besoin d'acheter une tomate qui a été produite à 3 000 kilomètres parce qu'elle coûte 30 centimes de moins, quoi. On devrait, pouvoir vivre local, même, puis manger bien aussi. Parce que ça, c'est pareil, enfin, manger sainement, enfin, aujourd'hui, quand on regarde
il y a des entreprises comme Bayer et Monsanto qui sont la même, hein. Mhm. Monsanto a été racheté par Bayer, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à Donc fait, c'est eux, juste. ils produisent la nourriture et ensuite ils nous polluent le corps avec leur façon de la transformer. Et ensuite, derrière, ils produisent les médicaments pour finir de nous achever. C'est Mhm. bah, bon, Le je pompier raccourcis pyromane. voilà, c'est ça, je raccourcis un peu le trait, mais il y a un peu de ça, quoi. Donc on n'a pas besoin de ça, en fait. Je pense que déjà, si on mangeait tous à peu près sainement et qu'on avait de la nourriture faite à proximité, déjà, on ferait vivre le un écosystème local et après derrière, on serait aussi moins malade. On aurait moins besoin de tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Bon après je sais pas quel est le monde idyllique, mais au moins que les gens puissent vivre tel qu'ils ont envie de vivre, chacun à sa manière, hein, du moment qu'on fait de mal à personne, ça devrait pas poser de problème, en fait. Et on devrait pas oui, si il y a vraiment un idéal, on devrait pouvoir récupérer du temps. La valeur la plus importante aujourd'hui, c'est le temps et soit on est des acharnés comme nous là, où où on dort très peu. Il y a des périodes où je dors, peut-être des fois, 5, 4-5 heures par nuit, pour pouvoir faire tout ce que je fais, sinon j'y arrive pas. Puis il y a des moments où je me calme parce que je tiens plus. Ça marche qu'un temps. Mais sinon dans ce temps en fait, c'est quelque chose qu'on nous confisque. Tout est fait pour que tout notre temps soit tout le temps occupé Mhm. et donc du coup, le peu qui va nous rester, c'est du temps qu'on va prendre pour se distraire et pas s'instruire, pour la majorité des gens et on devrait pouvoir, mieux maîtriser notre temps et comment dire? L'utiliser pour des choses auxquelles on croit vraiment et vraiment arriver du coup, se réaliser quelque part. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces belles paroles, vraiment, Daniel. C'est un bonheur de t'écouter. Et est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot de la fin sur quelque chose qu'on n'a pas pu aborder? Tout à l'heure, tu es revenu un peu sur les parties. Est-ce que voilà, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée pour finir notre échange? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Hem, bah, non, bah, déjà je suis super content de cet échange. Ça me faisait un peu peur parce qu'en fait, je je sais qu'il y a des gens qui ont une faculté pour comment dire? Pour, heu pour être spontané, en fait, ça me c'est le côté qui me faisait peur. Est-ce que je vais réussir à être spontané sur toute la durée d'une émission? Tu as été Et excellent, Daniel. merci et et c'est le côté qui me fait peur, même au travail, je m'en rends compte de ça. J'ai des collègues qui on va commencer à leur exposer 25 d'un problème et ils sont déjà en train de raisonner avant d'avoir tout le moi, je vais toujours attendre d'avoir la globalité de quelque chose avant de pouvoir commencer à réfléchir et c'est quelque chose que j'ai toujours fait donc c'est pour ça même quand je fais des vidéos, souvent j'ai jamais encore, franchi le cap de faire du live, hormis, les Rinfo Talk où, pareil, on réfléchit quand même avant. On n'y va pas comme ça comment dire? En from scratch. Mais, j'ai souvent tendance à réfléchir, à intellectualiser à l'avance ce que je vais dire et comment je vais le dire et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu. Je me dis: «Est-ce que je vais y arriver?» Bon, tant mieux. Tant mieux, c'était un moment super sympa. Je te remercie, Akina. Eh ben, c'était un bon exercice et tu t'en es très bien sorti, vraiment haut la main. Bravo à toi. Et d'ailleurs, la communauté Marane vous a partagé les liens pendant la soirée, qu'on peut retrouver ta chaîne, donc évidemment sur YouTube. Mais pour éviter la censure, surtout sur Odyssée. On encourage les gens à aller plus sur Odyssée maintenant progressivement. On peut te retrouver sur Twitter, mais aussi sur l'alternative qui censure pas, qui est Gab. Et on peut te soutenir aussi sur Tipeee. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre This is Sparta si vous ne le connaissiez pas, parce que vraiment personnellement, c'est des vidéos assez courtes, hein, enfin je sais pas la durée moyenne, mais c'est des vidéos ouais, qui durent entre 5 et 15 minutes, on va dire. C'est ça, ouais. Et franchement, c'est bien fait, c'est efficace, c'est propre, le son, enfin vraiment, c'est du très beau travail. Et ça fait plaisir de voir cette intelligence populaire. Voilà, on n'a pas fait l'ENA, J'ai on n'a pas fait Sciences Po, on n'a pas fait Polytech, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Le bon sens, la passion, la curiosité, l'envie de comprendre le monde qui nous entoure, l'envie d'être acteur de la cité, pas simplement un citoyen qui met un bulletin dans une urne tous les 5 ans, fait qu'aujourd'hui, ben, on a développé toute ces analyses populaires, cette philosophie politique et
et populaire, qui est pour moi hyper constructive et qui fait que je suis confiant pour l'avenir, malgré évidemment qu'aujourd'hui nous sommes en dictature sanitaire. C'est dramatique avec des êtres humains qui meurent à chaque seconde à cause de personnes mal intentionnées. Eh bien, il y a une dynamique collective qui se lance et tu en fais partie, Daniel, et je suis heureux de faire partie aussi de cette aventure avec toi. On est une grande famille humaine qui avance vers une société plus démocratique et plus respectueuse du vivant. Je voudrais ajouter une dernière chose qui est hyper Je t'en importante. prie. Je te remercie déjà pour ce commentaire et en fait, bon moi j'en ai pas spécialement besoin, mais je parle surtout pour mes copains qui et copines qui bossent énormément pour réinformer et qui vivent de ça, sur Odyssée. Pour que leur travail soit rémunéré, il faut être, connecté. Mmh. C'est-à-dire que, naturellement, quand vous allez voir des vidéos de vidéastes, sur Odyssée, si vous êtes connecté au moment où vous regardez la vidéo, ils vont recevoir une petite somme et si vous n'êtes pas connecté, ils auront rien, en fait. Donc ça mange pas de pain, il suffit de s'inscrire une fois et puis après vous allez, sur Odyssée, vous regardez les vidéos et à partir de ce moment-là, bah, ils reçoivent un petit quelque chose et ça finance leur travail et ça les aide à pouvoir produire d'autres contenus. Voilà. Eh bien, merci pour cette précision qui est très importante, hein. Nous aussi, ça a fait partie de nos besoins pour le front médiatique pour continuer. Et un petit spécial dédicace à Shining, qui est avec nous, Shining Traduction, qui est Salut Shining, notre capitaine, voilà, notre général. notre Merci à lui général. d'être là. Et je remercie le capitaine Marin, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus. Capitaine Marin qui est avec nous depuis maintenant le mois de septembre, hein, et il est endurant. Il est là tous les soirs pour les lives et donc un grand big up à lui aussi parce que tout ça on le fait bénévolement. Et aujourd'hui, les dons servent simplement à peine financer les serveurs, les abonnements, les outils numériques, les équipements matériels. Donc, enfin voilà, merci pour cette précision aussi sur Odyssée. C'est important de soutenir tous ces médias libres et même voilà une lecture sur Odyssée qui apporte quelques centimes jusqu'à des petits dons de quelques euros pour toute l'équipe Top Gun et tous les médias, toutes les chaînes qui font le travail. Peu importe, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Je te remercie du fond du cœur, Daniel. Merci. Merci Merci à pour vous. la qualité de ta réflexion qui nourrit les nôtres aussi. On s'inspire tous mutuellement et ensemble, on va construire ce nouveau monde. Ça marche. À bientôt à tous. Bonne soirée à tout le monde. Yes, I. C'était Daniel et Akina sur le front médiatique. Belle soirée la famille et merci à Marin, merci à vous d'avoir été là. Big up, ciao.